Nous sommes le jeudi 23 mai 2024 et vous écoutez le 9e épisode de la 8e saison du podcast Faut pas pousser les ISO. Bienvenue sur Faut pas pousser les ISO, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay, j'anime cette émission avec mon ami le journaliste Benjamin Favier. Aujourd'hui, on parle vidéo et on s'intéresse tout particulièrement aux accessoires incontournables. Pieds, gimbal, moniteur et enregistreur externe, micro, éclairage LED, filtre. On vous explique tout avec notre invitée, la vidéaste Julia Swell, ambassadrice de la marque Sirui. Cette émission vous est présentée par MPB, qui est tout simplement la plus grande plateforme en ligne au monde pour acheter, vendre et échanger du matériel photo et vidéo d'occasion. Eh ben c'est parti mon cher Benjamin, 9e épisode de cette 8e saison. Comment vas-tu ? Alors c'est pas ce matin pour une fois, c'est cet après-midi. Je suis tout perturbé, je suis en plein décalage. Mais ça va très bien, je suis ravi qu'on reparle un peu de vidéo. Ça fait un petit moment. Alors, on fait une fois par saison généralement, une ou deux fois par saison. C'est pas pour autant qu'on annonce que le podcast va devenir filmé, puisque non, ce n'est pas le cas. On reste attaché à l'audio, mais par les vidéos, c'est bien, c'est important. Et puis ça rappelle que nos chers appareils sont dotés de fonctions très poussées dans ce domaine. Ouais. Et on a le plaisir de recevoir pour la première fois en vrai dans notre studio Julia Swell. Comment vas-tu, Julia ? Ça va très bien, merci de m'accueillir. C'est cool. On l'a déjà entendu plusieurs fois, Julia, au cours des 4 dernières années. Elle fait partie de notre team d'experts vidéo dès qu'on a besoin d'un témoignage sur un point un peu précis. Donc là, on est vraiment content de t'avoir avec nous en studio. Alors Julia, je vais commencer par te présenter à nos invités. Donc tu es vidéaste multicasquette, puisque tu assures la réalisation, le cadrage et le montage de tes vidéos. Tu t'es lancé dans cette activité il y a 8 ans après une reprise d'études audiovisuelles. Tu as monté ta propre société de production audiovisuelle, New Flesh, il y a 3 ans, et tu proposes tes services auprès d'entreprises et agences de communication. Tu es spécialisé dans le format court pour des contenus de brand content, de publicité, d'interviews et de documentaires. Et enfin, tu réalises également des clips et es télépilote de drones agréé DGAC. Est-ce que c'est tout bon ? C'est tout bon. Alors déjà, peut-être, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as décidé de te lancer dans la vidéo ? Est-ce que c'est une reconversion ? Tu faisais quelque chose de totalement différent juste avant. Ouais, totalement différent. Enfin, je me cherchais pas mal quand même. J'étais dans le mannequinat, donc principalement détail jambes. Donc je connaissais un peu le milieu des agences de mannequins, de la photographie, sans pour autant pratiquer. Et dans le cadre d'une réflexion un peu, qu'est-ce que je vais faire de ma vie entre mes 24 et mes 25 ans, je me suis dit, bon, allez, là, il faut que je réfléchisse un peu plus fort. Et j'ai fait un petit bilan de compétences et vu que je viens d'une famille de cinéphiles, qui avait toujours un peu le cinéma dans un coin de ma tête. J'ai fait des études de beaux-arts et j'avais eu une formation très très légère en montage vidéo. Je me suis dit je vais poursuivre un peu là-dessus. Et je me suis inscrite en licence. Donc j'ai fait 1 année de formation audiovisuelle, mais complètement expéditive, où en quelques mois, on m'a appris le droit de la production audiovisuelle, le cadrage, le montage, avec des caméras à l'ancienne de l'université. Enfin bon, au moins j'étais formée avec... C'est formateur, ça. Super formateur. Et la lumière et le son. Donc autant dire qu'en quelques mois, ça balaye très très large. Mais heureusement, il y a un super outil qui s'appelle YouTube. Et donc j'ai commencé à un petit peu plus, après les études, commencer à toucher un petit peu plus au montage et au cadrage. J'ai fait des stages en sortie d'études, un stage dans une boîte qui faisait du clip, parce que c'était ce que je voulais faire à la base, et un deuxième stage chez Koei. Et le deuxième m'a pas forcément donné envie, mais le premier, par contre, oui. Et donc, dans ce premier stage, j'ai rencontré un réal, et avec lui, je l'ai aidé à remonter un studio de production audiovisuelle, et ça a été super formateur. J'ai fait quelques années avec lui en free avant de monter ma boîte. Voilà pour la petite histoire. Et tu dis que on apprend que tu es télépilote de drone. Est-ce que c'est quelque chose que tu continues de peaufiner sur le tas, où tu as fait ta formation, tu es agréé DGAC, puis c'est bon ? On va dire que c'est quelque chose sur lequel je m'exerce moins que le reste, tout simplement parce que je suis à Paris et que pour voler à Paris, c'est une vraie galère, il faut s'éloigner un peu. Donc dès que je suis en week-end, ça m'arrive de prendre le drone.
Mais c'est pas ce que je préfère dans ce métier-là. Pour moi, c'est vraiment un complément d'activité, pardon. Et ça m'arrive régulièrement de vendre des prestations drone, mais c'est pas quelque chose sur lequel je me forme quotidiennement parce que c'est super compliqué d'exercer à Paris. Et est-ce que tu peux nous parler un peu des différents types de vidéos que tu réalises? Au début, tu faisais des films de mariage, mais niveau soleil, quoi. Tu fais quoi du coup maintenant aujourd'hui? Au tout début, en fait, je faisais même plutôt de la direction de production en audiovisuel. C'est-à-dire Ok. que j'étais avec ce réal que j'avais rencontré pendant mon stage et avec lui, il m'avait formé à la direction de production, ce qui me permettait de me rendre compte un peu de tout le scope des métiers au sein de l'audiovisuel, donc Mhm. super formateur. Et donc là, mon job, c'était de savoir quel matériel louer à l'équipe, de booker une team, booker un studio et gérer la relation avec les clients et aussi le devis. Donc super intéressant, super formateur. Et puis au fur et à mesure, vu que j'avais une formation et cadre et montage, je me suis mis aussi parfois à cadrer certains projets, à les monter. Sauf qu'on avait quand même des grosses baisses d'activité, dont majoritairement l'été ou quand les agences sont fermées. Donc c'est là que je me suis lancée dans le film de mariage. Et ça a super bien marché. Donc j'ai dû filmer peut-être 150 mariages depuis Ah ouais! Ouais, j'en ai filmé beaucoup. Et c'est fatigant, le film de mariage, parce Ouais, qu'au puis final... ça bouffe tes week-ends Ouais, aussi, on surtout va les dire. week-ends, c'est Ouais, ça. c'est ça. Ça bouffe tous les week-ends et puis faut trimballer le matériel dans des coins dans le sud où il fait 30 degrés. Au bout d'un moment, ça tue vraiment. Par contre, en termes d'expérience et de prise en skills en vidéo, alors là, c'est Ouais, incroyable. puis en reportage, c'était quoi la durée moyenne de tes films de mariage? Je livrais quasiment tout le temps un film d'environ 15 minutes, plutôt chronologique, et un teaser en plus, et c'est ça ce qui intéressait vraiment les gens, de Ouais. 2 à 4 minutes. Ouais, Où c'est là, il y a un vrai sacré travail taf. artistique parce que l'idée, c'est de pas forcément raconter le mariage d'une manière chronologique, mais de le monter comme un clip. Et voilà, et ça a fini par me lasser. J'ai fait ça pendant quelques années et après, j'ai repris un peu un virage plus production en studio et puis toute une partie corpo. Ok, parfait. Bon, de toute façon, on va parler de tout ça au cours de l'émission. On attaque, comme d'habitude, avec le Flash Actu qui est particulièrement dense cette semaine. Cette semaine, dans le Flash Actu, Fujifilm annonce 2 nouveaux boîtiers et 2 nouvelles optiques. Sigma dévoile la V2 de son 24-70 mm f2.8 Art et Canon sort de son silence sur l'arrivée de l'EOS R1. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Fujifilm a profité de son Summit qui s'est déroulé il y a quelques jours en Australie pour dévoiler une impressionnante série de nouveaux produits. On commence avec le nouveau X-T50, le dernier né des hybrides APS-C en monture Fujifilm X. Au programme, on retrouve le capteur rétroéclairé X-Trans de 40 millions de pixels stabilisé sur 5 axes, avec d'ailleurs une compensation annoncée jusqu'à 7 IL qui est associée au X-Processor 5. Grâce à cette ultra haute définition, le boîtier propose un téléconvertisseur numérique de 1,4 fois ou 2 fois. En vidéo, il propose un enregistrement jusqu'au 6,2K 30p. Il est doté d'un autofocus dopé à l'intelligence artificielle et au deep learning, capable désormais de détecter les animaux, les oiseaux, les voitures, les motos, les vélos, les avions, les trains, les insectes et les drones. La sensibilité minimale de l'appareil a été abaissée à 125 ISO et la vitesse d'obturation maximale en électronique poussée au 1/180 millième de seconde. Ce boîtier ultra compact et léger avec un peu plus de 400 grammes sur la balance est décliné en 2 finitions, argent ou noir. Fujifilm a intégré une nouvelle molette de sélection des modes de simulation de film qui saute au nombre de 20 sur ce nouveau modèle. On retrouve également la présence d'un petit flash escamotable et d'un écran arrière orientable en plus d'un viseur électronique. Pour l'accompagner, le constructeur a également dévoilé une nouvelle optique standard polyvalente en gamme XF. Un 16-50 mm f2.8 4.8 composé de 11 lentilles réparties en 9 groupes, offrant un rapport de grossissement maximal de 0,3 fois. Ce nouvel objectif est également très léger avec 240 grammes sur la balance. Le nouveau Fujifilm X-T50 sera disponible à la mi-juin et proposé au prix de 1 499 € nu ou en kit avec le XC 16-45 mm au prix de 1 599 € ou le nouveau XF 16-50 mm au prix de 1 899 €. A noter que ce nouvel objectif sera proposé pour sa part seule au prix de 799 € et ce dès la fin du mois de mai. Fujifilm a également annoncé un nouvel hybride moyen format, le GFX 100S2, doté d'un nouveau capteur haute vitesse de 102 millions de pixels stabilisé jusqu'à 8 IL et associé au X-Processor 5.
L'appareil est capable de monter en rafale jusqu'à 7 images par seconde. Il propose un enregistrement vidéo en 4K 30p 422 bits en interne et l'Apple ProRes en enregistrement externe USB-C. Niveau autofocus, on retrouve toutes les dernières innovations Fujifilm avec l'IA et le Deep Learning. Détection, reconnaissance et suivi des sujets sur les visages, les yeux, mais aussi, accrochez-vous, les animaux, les oiseaux, les voitures, les motos, les vélos, les avions, les trains, les insectes et les drones. On retrouve un mode Pixel Shift 400 millions de pixels, les 20 modes de simulation de film, une sensibilité qui descend désormais à 80 ISO et une plage de dynamique étendue et une meilleure réduction du bruit numérique. Le GFX 100S2 est toujours un boîtier compact et léger au regard de ses caractéristiques, avec un peu moins de 900 grammes sur la balance et une épaisseur de moins de 9 cm. Il dispose d'un très beau viseur électronique, 5,76 millions de pixels, un écran arrière orientable et un écran de contrôle supérieur. Enfin, le constructeur annonce son arrivée dans le C2PA et le CAI pour développer une solution qui me permettra d'assurer l'authenticité des images. Cette solution sera déployée progressivement sur les boîtiers de la série X et GFX. Le nouveau Fujifilm GFX 100S2 sera disponible à la mi-juin et proposé au prix de 5 499 €. Et enfin, et pour terminer, pour accompagner l'arrivée de ce nouveau boîtier orienté action, le constructeur annonce également l'arrivée d'un 500 mm f5.6, équivalent donc à un 400 mm en 24-36, qui sera compatible avec le convertisseur de focale 1,4 fois. Il sera proposé pour sa part au prix de 3 899 €. Sigma dévoile la seconde génération de son zoom transstandard en ouverture constante f2.8. Au programme, un meilleur pouvoir de résolution, une meilleure ergonomie et un meilleur autofocus. On retrouve une formule optique composée de 19 lentilles réparties en 15 groupes, avec 6 verres FLD, 2 verres SLD et pas moins de 5 lentilles asphériques. Résultat, une absence totale d'aberration, une très bonne homogénéité du piqué entre le centre et les bords des images, une meilleure résolution et une excellente gestion du flair. Niveau autofocus, on retrouve une motorisation linéaire HLA, une mise au point interne, un focus briefing minimal et une distance minimale de mise au point de 17 cm au grand angle. Niveau ergonomie, l'objectif est 7% plus petit et 10% plus léger que son prédécesseur. On retrouve une nouvelle bague de réglage du diaphragme manuel et 2 boutons personnalisables. Il est toujours naturellement protégé contre la poussière et les intempéries. Le nouveau Sigma 24-70 mm f2.8 DGDN2 Art sera disponible à la fin du mois en monture L et E et proposé au prix de 1 349 €. Enfin, Canon annonce officiellement son nouvel hybride ultra professionnel, le R1, ou plutôt simplement son développement et son arrivée dans le courant de l'année. À l'approche des Jeux Olympiques de Paris 2024, Canon tente de rassurer ses photographes professionnels en dévoilant quelques informations sur son futur vaisseau amiral, le R1, qui est actuellement en phase de test terrain sur les grandes compétitions sportives du moment et à venir. Ce que l'on peut dire sur ce nouveau boîtier, c'est que il intégrera un nouveau processeur appelé Digic Accelerator qui travaillera de pair avec le Digic X sur une logique donc de double processeur. Il embarquera un nouveau capteur CMOS. Il sera capable de gérer de très grands volumes de données à très haute vitesse. Il proposera des avancées technologiques et des possibilités totalement inédites, notamment au niveau de l'autofocus grâce à une technologie d'IA par Deep Learning pour la reconnaissance et suivi du sujet à haute vitesse et avec une grande précision. Par exemple, pour des photographies de sport d'équipe, il sera en mesure de détecter et suivre le sujet principal d'une action. Une fonction priorité à l'action sera capable de déterminer le mouvement d'un joueur qui initie une action et de prioriser la mise au point sur ce dernier pour capturer les moments décisifs du jeu. Et enfin, il intégrera également une puissante fonction de réduction du bruit qui avait été précédemment développée et optimisée pour les logiciels de traitement d'images en post-production. Voilà, c'est tout ce que l'on sait pour l'instant. Et il faut avouer que l'on reste clairement sur notre faim. Le Canon EOS R1 arrive officiellement en 2024. Il était temps et c'est pas vraiment une surprise. Grosse actu cette semaine, Reprends ton souffle. beaucoup de nouveautés. On va essayer de réagir de manière progressive. Déjà, Benjamin, les annonces Fujifilm, nombreuses, impressionnantes comme d'habitude, et aussi impressionnantes au niveau du prix, parce que ce XT50, aussi séduisant soit-il, est quand même, je trouve, assez cher. C'est très bizarre et paradoxal. C'est-à-dire que le petit APS-C XT50 est effectivement très cher.
on peut le dire. 1500 € pour un boîtier qui n'est pas protégé contre les intempéries avec un capteur APS-C, c'est un prix très élevé. Et à l'inverse, on a un GFX de 100 millions de pixels à 5000 et quelques euros, qui pour le coup, lui, paraît plutôt, Abordable. Ouais. en tout Au cas, regard de ce qu'il fait. attractif et concurrentiel par rapport au 24-36 de 60 millions de pixels chez Sony ou au Z8, Z9 de Nikon. Donc, c'est étrange, cette politique de prix est un peu désarçonnante, pour tout dire. Après, moi, j'ai eu la chance de prendre en main le GFX notamment, 100S Mark II. Il faut s'y retrouver dans toutes ces dénominations, avec le 500 mm. Et j'avoue que l'expérience de faire de la photo moyen format en longue focale en rafale est une belle expérience. C'est assez bluffant. L'AF est quand même, je dirais, il faut prendre des précautions. C'était pas une version définitive du boîtier ni de l'optique certainement. C'est pas aussi tranchant que l'AF d'un Z8 par exemple. Mais la sensation est, quand on consulte les images après sur l'écran arrière du boîtier et a fortiori sur l'ordi, quand on voit les transitions tout en douceur, le piqué absolument dingo, on se dit qu'il se passe quelque chose quoi, du côté du moyen format. Donc c'est de très très belles annonces. Bon. Et le Canon R1, vite fait. Le Canon R1, Déception de cette annonce qui n'en est pas une en fait. je suis pas tout à fait d'accord. Déception, non. Il faut attendre. Canon, il faut quand même savoir une chose, c'est Canon est l'un, si ce n'est le seul acteur du marché qui est en totale maîtrise de A à Z de ses composants, puisqu'ils font tout eux-mêmes. Ils ne délèguent rien. Et ça, c'est une vraie force. Donc, avant de dire, tiens, il n'y a pas de global shutter, il n'y a pas de capteur empilé, pas de machin. Ah non, mais je sais pas ça. Moi, Voilà, je dis juste que mais cette donc- annonce-là n'en est pas une en fait. Ils annoncent que ça va arriver. Bon, on le Mais- savait. Mais si, mais ils ont fait ça avec le Index Mark III, Nikon a fait ça avec le D6, c'est une annonce de développement. Que ça arrive tard, c'est un fait. On l'aurait attendu avant. Maintenant, moi, je ferais plutôt confiance à Canon que le moment où ça va tomber, par contre, je pense que ce sera abouti. Et en attendant, les utilisateurs grand public attendront peut-être plus probablement un R5 Mark II. On l'appelle comme ça, on n'a aucune info, on voit des rumeurs Il y a petit des peu chances qu'il s'appelle comme à ça, droite à quand même. gauche, il y a quand même des chances que ce soit ça. Le R1 sera un produit pour les professionnels qui est très attendu, mais ne fantasmons pas trop et attendons de juger sur pièce surtout. Et puis, à commencer par les photographes pros d'agence qui vont pouvoir mettre la main dessus pendant les Jeux Olympiques. Je sens qu'il va y avoir des petites photos qui vont fuiter pendant cette période-là. Oui, et du coup, c'est pas très grave puisque le visuel du boîtier est connu désormais. Donc. Bon. Julia, toi, tu travailles avec du matériel Sony, si je crois Ouais. bien. Avec quel modèle exactement? J'ai changé il y a quelques mois. Là, je suis sur un modèle qui s'appelle la FX3. Ah oui, donc une caméra, carrément, pas un hybride. C'est un hybride. Ok. Mais vraiment spécialisé. Ça s'appelle une Cineline. Donc, c'est vraiment, Ok. c'est vraiment une caméra. Mais on peut tout de même faire des photos avec, évidemment. Il y a des modèles beaucoup plus gros. Mais là, moi, je suis partie encore sur un format assez compact. Donc, moi, je fais régulièrement des captations à 3 voire 4 caméras. Donc, j'utilise aussi d'autres caméras de la gamme Sony. Donc, une A7S3, que est sa concurrente principale. En fait, le FX3 est Une presque ouais. équivalent. Sans le viseur, quoi. C'est Ouais, ça, c'est et, plus- et avec des pas de vis partout, quoi. C'est modulaire, quoi, Ouais. disons. C'est ça. Et il y a une ventilation dans la FX3 qu'il n'y a pas dans la 7S3. Ce qui est un avantage quand même en vidéo. Quand on tourne très longtemps en 4K, parfois il y a des problèmes de surchauffe. Et donc la FX3 permet d'avoir cette petite ventilation supplémentaire qui évite le petit thermomètre qui s'affiche, qui est très flippant quand on tourne depuis 1 heure en 4K. Donc voilà, moi je travaille sur Sony, mais à la base, moi j'avais commencé avec un bon vieux Canon 5D Mark III. Et Ouais. c'était génial. C'était des très très belles images. Moi, ce que j'aimais bien chez Canon, c'était la chaleur des teints de peau qu'on a complètement perdu avec Sony, qui est une image très numérique, Colorimétrie très froide, Ouais, c'est très, ça. très particulière. un peu grisée, mais le truc, c'est que de toute façon, en vidéo, il faut la travailler, l'image. Il faut la travailler, il faut l'étalonner, comme en photo, en fait. Mais c'est vrai qu'en sortie de capteur, chez Canon, on a des belles choses. Chez Sony, parfois, pour les gens qui y passent, ça peut être un peu, ça peut être un peu surprenant. Et toi, en tant que professionnel ancré dans la production, est-ce que ça te parle, là, cette espèce de fuite en avant de tous les constructeurs pour toujours proposer des modes d'enregistrement plus lourds, avec des plus grosses définitions, des plus gros codecs, des débits de ouf? Ça te parle, ça te séduit tout ça ou pas trop?
Ah, moi, comme plein de gens dans le milieu de la photo, la vidéo, j'ai un petit côté geek, donc ça Mhm. m'intéresse. Après, moi, je Bienvenue. vais, voilà. Après, moi, je vais un peu à contre-courant de tout ça, c'est-à-dire que je pense que c'est dommage d'aller à la course au matériel, même si c'est très très intéressant de voir ce que les constructeurs vont faire. Il faut vraiment se rappeler que dans notre travail au quotidien, on a généralement besoin que de un tiers de la capacité que nous propose Ouais. une des caméras qui viennent de sortir. Et donc, bon, bah, effectivement, aujourd'hui, quand on achète les dernières caméras de chez Sony, on va se retrouver avec des fichiers qui vont être potentiellement extrêmement lourds, avec plein de paramètres qu'on va pas utiliser. Et quand on se pose la question, est-ce que j'en ai besoin? Ouais, peut-être. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Ah non, en fait, pas du tout. Donc il faut attendre un petit peu. Donc toi, la Et 8K, c'est pas un sujet en fait. pas avec mon domaine d'activité, pas dans mon domaine d'activité. Par contre, si je faisais beaucoup de clips, si je faisais de la pub plus régulièrement, oui, je me poserais vraiment la question. Mais là, actuellement, la 4K, c'est ce que je livre à mes clients et ça me suffit grandement. Parce qu'après, de toute façon, il y aura toujours des choses qui vont sortir et je trouve ça dommage de mettre sur le bon coin une caméra qu'on a achetée l'année précédente. Euh, bon, voilà, c'est... Par contre, oui, je suis toujours curieuse de voir ce que vont faire les constructeurs parce que moi, ce que je cherche au final, c'est des setups de plus en plus légers et c'est d'essayer de trouver des outils qui permettent de passer d'une production à une autre sans avoir à changer de matériel à chaque fois. Effectivement, moi, je connais des vidéastes hyper geeks qui achètent des caméras parce que ça vient de sortir, mais qui peuvent pas s'en servir sur les jobs parce que c'est trop lourd ou parce qu'ils n'ont pas les accessoires qui s'adaptent et du coup, il faut les acheter. Mais alors, du coup, c'est un autre budget. Enfin, Ça tombe bien, on va en parler un petit peu, je crois. C'est un peu le sujet de l'émission. il paraît. Quoi, c'est pas pourquoi je viens là? Alors, parmi les actualités aussi cette semaine, moi, je voulais parler d'une initiative que je trouve assez chouette d'OM System qui vient tout juste de lancer un système de prêt pour pouvoir, du coup, essayer, tester boîtier et optique avant de les acheter. Alors, bon, d'habitude, c'est des choses qui existent déjà, qu'on peut faire dans certains magasins. Là, c'est une autre mécanique. Ça se passe en ligne. En fait, on fait une demande de réservation de prêt. Donc, on choisit son matos, son machin, on remplit les adresses. On laisse un dépôt de garantie par carte bleue du montant de la valeur du kit qu'on souhaite essayer. Et OM System s'occupe de nous l'envoyer directement à domicile avec, j'imagine, une étiquette de retour pour pouvoir le restituer après. Donc, ça se passe sur MyOM System et la seule contrepartie qui est demandée, c'est de s'abonner à la newsletter. À laquelle vous pourrez évidemment vous désabonner 2 secondes après si jamais elle ne vous intéresse pas. Donc voilà, je trouve ça assez chouette. Ouais, très belle initiative. Mais d'ailleurs, je sais pas si vous voulez en parler, mais moi, je fonctionne beaucoup avec l'IT Share. L'IT-Share, c'est Vous voyez ce que c'est? Non. L'IT Share, c'est français. c'est le bon coin des vidéastes, quoi, Non, c'est non, ça? c'est de la location entre vidéastes. Ok, Ouais, c'est donc le ça, Airbnb de la vidéo. Ouais, en quelque sorte, ouais. Moi, j'ai mon matériel qui est dessus, donc ça m'arrive régulièrement d'avoir de l'éclairage qui part, des micros, et donc on se loue entre freelance pour la majorité et c'est super intéressant parce qu'effectivement, si j'ai envie de tester, le dernier de Sigma Art et qu'il y a un vidéaste à côté de chez moi qui vient de l'acheter parce qu'en fait, il y en Le a partout. 51.2 au hasard. Non, au hasard. Et ben, en fait, pour la modique somme de, je sais pas, souvent les optiques qu'on peut récupérer chez les freelances, ça va être une vingtaine d'euros. On la prend pour la journée, on la teste. Tu écris ça C'est comment? pas mal. L'IT. L'IT Share, L'IT-Share. l'IT comme la lumière, LIGHT, et share, partagé, SHARE. Je pense toujours à nos auditeurs Ouais. non anglophones. Non, mais c'est vraiment super intéressant. Benjamin, tu Chouette. voulais ajouter quelque chose cette semaine sur le Flash Actu? Oui, très rapidement, je voulais juste adresser un clin d'œil à nos amis de Compétences Photo qui fêtent leur numéro 100. Donc c'est Oh. toujours, bah oui, c'est quand même chouette, surtout pour un magazine papier, ça devient rare. Donc félicitations à eux, avec un beau numéro sous la forme d'un guide de la retouche, et puis un clin d'œil aussi à Jean-Christophe Béchet qui a réussi à financer son projet de livre Africa de Memories, donc il va revenir sur ses premiers pas dans la photo, notamment au Cameroun ou dans d'autres pays d'Afrique, un super projet noir et blanc. Donc bravo à lui, projet financé sur Ulule, qui peut même aller encore un petit peu plus haut puisqu'il reste quelques jours pour participer. Et puis on lui dit à très bientôt, peut-être à nos micros. Il est déjà venu plusieurs fois. C'est toujours un plaisir de converser avec lui. Ça marche. Allez, on passe à la suite et on attaque la story, ta chronique hebdomadaire, Benjamin. Et cette semaine, tu vas nous parler d'un livre de photos de nus inédit signé de la fille de l'un des plus grands photographes français.
20 ans, c'est le temps qu'il a fallu à Sonia Sieff pour mûrir son projet. Mettre les hommes à nu en s'écartant des clichés habituels à base de pectoraux saillants et regards de braise. En bref, dépasser la sexualisation du corps au travers de portraits déshabillés plus représentatifs de la réalité. Une démarche inédite, selon la photographe, qui a vécu cela comme une exploration. C'est un regard de femme sur le corps des hommes de tout type. Donc en ça, il est rare ce livre. Moi, je ne l'ai pas vu. En fait, c'est aussi pour ça que je l'ai fait. C'est pas un ouvrage que je voyais dans les librairies, dans les bibliothèques. Je le cherchais, il n'y avait rien qui m'intéresse. Il y avait des images en studio, il y avait des images de femmes qui photographiaient leurs maris ou leurs amants. Mais c'était très, en général, dédié et assez cadré. Alors que moi, je voulais une exploration. Je voulais explorer le corps de l'homme en Europe surtout, à aller à la rencontre de cultures différentes, de façons de procéder différentes, de langues, me mettre plus à vif en fait. L'injonction rendez-vous, titre du livre, se veut un appel lancé aux hommes, une invitation à déposer les armes, à montrer leur vulnérabilité. Une mise à nu bien plus séduisante aux yeux de Sonia Sieff. Ce qui est beau, ce qui touche les gens, c'est quand vous vous effondrez, c'est quand vous êtes vrai, c'est pas quand vous êtes un monolithe de certitude. La certitude, la rigidité n'ont jamais séduit personne. Enfin, en tout cas, moi, pas du tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la fragilité, au sens où la fragilité, pour moi, c'est une force. C'est l'être sensible. C'est justement la mise à nu. Mais la mise à nu, elle est aussi psychologique, elle est physique. Elle s'accompagne l'une l'autre, en fait. Elle a conçu ce travail en solitaire comme un reportage inspiré par les photos de Nan Goldin ou Sarah Moon. Elle explique pourquoi elle a choisi de le réaliser presque entièrement en argentique. Tellement beau en fait. J'étais tellement heureuse d'attendre les développements, les pellicules, tout ce que ça accompagne. L'attente, elle est merveilleuse en fait. On se concentre sur la personne qu'on a en face. On n'a pas de rapport à l'écran puis à la personne. Il y a l'immédiateté, il y a l'attente, il y a le fait qu'on soit concentré parce qu'on ne sait pas ce qu'on fait. Parfois c'est bien et parfois c'est raté. Depuis quelques années, elle travaille sur un projet documentaire consacré à son père, Jean-Loup Sieff, qui excellait dans l'art de la photo de nu. Un héritage dont elle est fière aujourd'hui. Moi, j'adore ses portraits et j'aime infiniment ses paysages. Surtout, j'aime sa mode. Et parfois, j'adore sa composition. Les compositions de nus sont incroyables. Il y a des femmes dans des... par exemple, il y a beaucoup de femmes quand même dans ces images, assez peu d'hommes, à part le nu d'Yves Saint-Laurent. Et donc, dans les perspectives, au fond d'un couloir, tout ça, c'est des choses dont j'ai peut-être hérité. Le côté un peu cinématographique, photographique de mon père. Le grand angle, toujours le rapport à la silhouette dans la composition. Tout ça, ça me plaît beaucoup. Après, moi, j'ai des cadrages, je suis assez proche de la peau. C'est beaucoup plus serré, beaucoup plus intime. Lui, il était dans un truc plus nostalgique. C'est des images d'une grande profondeur et aussi parfois empreint d'une certaine nostalgie, mélancolie. C'est très lancinant dans son travail. Moi, je pense que je suis beaucoup plus joyeuse et solaire. Sonia Sieff vient de signer une photo publiée en une du quotidien Le Monde le jour de l'ouverture du Festival de Cannes. À l'initiative de la comédienne Anna Bouglalis, 100 personnalités françaises, femmes et hommes, ont défilé par petits groupes devant son objectif. Une image forte qui illustre le mouvement MeToo du cinéma français pour dénoncer les violences sexuelles. Une nouvelle preuve d'audace de la part de la jeune artiste, bien décidée à mettre son talent au service de ses engagements. Bon, donc double actualité pour Sonia. Donc ce bouquin, publié chez Rizzoli, et cette photo assez marquante, Tu me fais publiée penser dans Le Monde. à Brad Pitt dans Inglourious Bastards. Bah, écoute, si je te fais penser à Brad Pitt, écoute, t'as fait ma journée là. Bah, Vraiment. c'est l'avantage de l'audio, cher Arthur. Je ferme les yeux et voilà. T'as pas écouté ce qu'elle a dit, la dame. Et oui, mais en tout cas, double actu pour Sonia Sieff, qui est vraiment qui est en train de s'affirmer à la quarantaine. Elle avait déjà fait un bouquin qui s'appelait Les Françaises, où elle photographiait de manière plus classique. C'est elle qui le dit en tout cas, diverses personnalités. Et là, elle prend plus de risques. Son boulot sur la masculinité mise à nu lui a pris 20 ans quand même de réflexion. Donc, Sonia, j'ai échangé avec elle aussi dans un autre cadre, puisque ce sera un dossier écrit cette fois, apparaître dans le prochain numéro de Réponse Photo en juin, dans lequel d'autres photographes interviennent, notamment Stéphane Rappeau aussi, qui est l'ancien assistant de Peter Lindbergh, qui a un propos passionnant parce que on parlait de photo de nu en fait, et la manière dont la photo nue est perçue aujourd'hui
à l'ère post-MeToo et comment les photographes spécialistes de la discipline vivent aussi cette censure dont est l'objet la plupart de leur travail, notamment sur les réseaux sociaux. C'est un sujet qui est difficile parce que c'est avant tout un art, la photo nue, et qui peut être parfois assimilé à d'autres choses, c'est-à-dire de la pornographie ou du deepfake ou ce genre de choses. Tout est mis un petit peu dans le même panier, alors qu'on revient quand même à un des arts fondamentaux de la photographie, tout simplement. Et notamment quand on parle à Sony Assief et qu'on parle de l'histoire de son papa, dont j'ai relu la monographie et qui écrivait aussi superbement bien sur ce sujet-là. Mmh. Julia, comment tu perçois, toi, ces problématiques avec ton passé d'ancien mannequin? Ouais, exactement. Ben, c'est vrai que ça résonne pas mal parce que je suis assez d'accord que la photo de nu, c'est une pratique artistique, on a grandi avec quand on aime la photographie, quand on aime l'image, même le cinéma. Le nu, la manière de filmer, de photographier la peau, c'est fascinant. Donc moi, j'ai posé beaucoup pour des photographes en mannequin nu, mais j'ai aussi eu beaucoup de problèmes parce qu'effectivement, il y a des débordements. Heu, il y a un sentiment parfois de toute puissance sur le mannequin et c'est pour ça que je pense en tant que femme et en tant que femme qui est aussi dans un milieu d'image que le mouvement MeToo, il est très utile et je comprends ces photographes aujourd'hui maintenant qui savent plus trop comment s'y prendre pour démarcher des mannequins, pour faire de la photo de nu Mmh. en toute honnêteté mais voilà évidemment ce mouvement est extrêmement utile et ça a pas mal secoué le milieu Oui, puis ce qui et c'est ressort beaucoup nécessaire. dans les échanges que j'ai pu avoir, notamment avec Stéphane Rappot ou d'autres, hein, Mmh. c'est désormais quand même plus de vigilance lors des shootings, c'est-à-dire qu'ils font en sorte de jamais être seuls avec un mannequin. Et ils en seraient presque à élaborer une sorte de charte en fait, de bonne conduite, hein, tout bêtement. Ce serait peut-être Ouais, un, bientôt les un- choses un seront début. filmées complètement pour avoir la preuve que... Enfin, bon, je sais pas. Oui, oui, c'est vrai qu'un accompagnant, c'est de plus en plus proposé aujourd'hui. Je le vois, j'ai encore des photographes, des amis photographes qui font beaucoup de nus. Maintenant, ils se protègent aussi, eux aussi, ce que je comprends, Bah, hein. bien sûr. Donc, ils demandent qu'il y ait un accompagnant. Se protéger, laisser de l'intimité au modèle, Ouais, c'est ça. lui laisser une pièce à part pour qu'elle puisse, ou qu'il puisse d'ailleurs, se déshabiller, parce que se mettre à nu, c'est devant l'objectif, c'est une chose, mais on se met à nu aussi avant d'être photographié. Enfin, moi, il y a plein de petites choses comme ça qu'on ne perçoit pas forcément quand on voit l'image, mais C'est vrai que moi, je posais nue il y a 20 ans. Mhm. C'était pas comme ça. C'était pas comme ça. On protégeait mal les femmes. Mais il y a des hommes aussi Ouais, qui en ont ouais. pâti. Bon, il n'y avait pas de notion de pudeur. C'était, bon, bah voilà, il y a une photo à faire. Il faut se déshabiller très vite. Il faut courir après la lumière. Bon, souvent, c'était pour des projets qui étaient bien cadrés. Mais il y avait pas vraiment de notion d'intimité. Et puis, il y avait des photographes stars aussi, hein. Donc, il fallait faire comme ils voulaient. Bah là, il y a un hashtag hein, depuis quelques semaines, balance ton photographe. Uhum. Et bon, à travers ça, il y a quelques noms qui commencent à être mis Oui, en lumière. Donc, ça voilà. ça fait Donc, bizarre. voilà, on parle du MeToo du cinéma, mais il y a le MeToo Mmh. de la photo qui est en cours aussi. Ah, tout à fait. Bon, ça marche. Merci, merci Benjamin pour cette story cette semaine. On fait une petite pause, une petite respiration avant d'attaquer le grand débat qui n'en sera peut-être pas un de cette émission autour de la thématique des accessoires vidéo. On revient dans quelques secondes après une courte publicité. MPB, partenaire historique du podcast Faut pas pousser les ISO, est tout simplement la plus grande plateforme en ligne au monde pour acheter, vendre et échanger du matériel photo et vidéo d'occasion. Chaque année, c'est près de 400 000 appareils photo ou vidéo d'occasion remis en circulation sur leur site. Ils nous ont fait confiance pour cette nouvelle saison du podcast. Le lien est en description, vous pouvez découvrir sans plus attendre. Bonne écoute. Nous sommes toujours avec Julia Swell pour notre émission dédiée aux accessoires vidéo incontournables. Alors naturellement, ça va être compliqué de vous proposer quelque chose d'exhaustif sur le sujet. On a donc sélectionné certains types d'accessoires vidéo, plutôt certaines familles d'accessoires qui vont vous permettre, dans certains cas, d'améliorer la qualité de vos images, dans d'autres d'améliorer la qualité de votre son, ou peut-être encore les possibilités de cadrage et votre productivité. Alors pour commencer, on va évoquer les pieds vidéo, qui sont très vite incontournables dès que l'on doit réaliser des plans depuis un point de vue fixe. Julia, tu es ambassadrice de la marque Sirui qui propose une très belle gamme de pieds vidéo, des tripodes, des monopodes et des rotules. Peut-être tu peux commencer par nous expliquer
quel type de pied on utilise et à quel type de moment en vidéo? Bah, c'est vrai que le trépied, ça fait partie des outils indispensables en vidéo, comme tu le disais. Toujours? Et ouais, toujours. Oui, oui, toujours parce que ce soit, un monopode ou un stabilisateur dont on parlera plus tard, ça permet pas d'avoir, une prise de vue, extrêmement stable. Donc par exemple, quand on va aller faire de la captation, de théâtre ou sur des environnements qui sont légèrement instables ou quoi, aller sécuriser ça avec un bon trépied, c'est devenu, la base pour éviter d'avoir une image qui bouge. Donc oui, il faut investir dans un trépied. C'est souvent du matériel un peu cher, mais sauf que l'avantage avec les trépieds, c'est que c'est rarement obsolète. C'est-à-dire, on achète un bon trépied C'est d'une vrai bonne ça, pour marque, le coup, ouais. on est parti pour 30 ans. Mais Donc, pourquoi on fait la distinction entre trépied vidéo et trépied photo? Objectivement, c'est la même chose. en fait, il y a le système de rotule qui permet de pouvoir faire des mouvements avec la caméra. Donc, par exemple, imaginons, on doit faire une prise de vue de quelqu'un, comme je disais, sur une scène de théâtre. Si on veut le suivre, on ne pourra pas bouger la tête du trépied d'une manière aussi fluide qu'on le voudra avec un trépied photo. C'est-à-dire, il y aura des petits à-coups, ce ne sera pas fluide, alors qu'en vidéo, on a des têtes qui sont très lourdes, qui permettent vraiment de faire des mouvements fluides. Donc, soit des mouvements haut-bas, soit des mouvements Et gauche-droite. surtout les panoramiques. Exactement. Et Donc, puis, tu as certains trépieds aussi qui sont vraiment pensés pour accueillir du matériel lourd. C'est ça. Je pense Ok. à des marques comme Zachler, par exemple. Exactement, ça c'est la base. C'est C'est la vraiment marque de magnifique, référence. très Ouais. beaux outils. Et là, tu sens la différence, vraiment, c'est le poids du trépied. Tu poses ton truc et là, C'est ça. t'es tranquille. Après, ça c'est vrai bouge que pas, les quoi. Chatler, c'est un énorme budget. On tourne d'environ des 700 €, je crois, encore toujours. C'est lourd, c'est cher, C'est mais ça. comme tu l'as dit juste avant... et On ça, est parti c'est- pour 30 ans. ouais. C'est quasiment increvable. Bon, des fois, voilà, il y a une petite vis qui pète. Souvent, on peut les remplacer. Il faut parfois réhuiler un peu les pieds, mais c'est vrai que ça vieillit bien. Et comme Arthur le disait, ben voilà, moi, je travaille beaucoup avec la marque Sirui, qui, eux, arrivent à être des bons concurrents de ce type de marque et à proposer des trépieds à des budgets abordables. Donc, c'est vrai qu'investir dans un bon trépied, c'est une valeur sûre. Mais vraiment, il faut prendre un trépied vidéo assez lourd parce que si on prend quelque chose de trop léger, si on met un boîtier lourd dessus avec un 70-200 qui va apporter une sorte de déséquilibre, plus, je ne sais pas moi, une petite LED lumière au-dessus ou un micro, il suffit que quelqu'un passe à côté et le trépied se renverse et la caméra avec. Investir dans un bon trépied qui est assez large à la base, ça permettra vraiment d'avoir une image stable en fonction des prises de vue qu'on veut faire. Ouais. Donc moi, je travaille beaucoup sinon avec un monopode. Donc c'est vrai que le monopode, c'est beaucoup moins connu, mais quand on veut travailler sur du reportage ou même dans des salons, par exemple, où il y a beaucoup de passages autour de nous, qu'on est très mobile, c'est vraiment devenu un outil mais génialissime pour les vidéastes, même pour certains photographes qui veulent faire un peu de pause longue tout en étant super mobile et pas gêner les gens Ou au qui sont autour. téléobjectif, C'est ça. c'est vachement bien. Donc c'est des outils qui sont super compacts. Donc on est juste sur une jambe au milieu avec bien souvent maintenant aujourd'hui 3 tout petits pieds Ouais. au niveau du sol qui permettent quand même d'avoir une sorte de stabilité. Mais avant les monopodes c'était juste une jambe. Avec la caméra au-dessus par contre il faut toujours l'avoir dans la main. Parce que même avec les 3 petits pieds on n'est pas stable. On se fait bousculer, le trépied il tombe, fini le 70-200. Donc mais ouais c'est devenu des super outils. Et ça pour le coup c'est beaucoup plus abordable. Mais il faut toujours avoir une petite tête vidéo, une rotule fluide au-dessus pour pouvoir continuer de faire des petits mouvements. Bah, une rotule et avec un bras quand même. Parce Ouais, que c'est ça. Oui, avec un c'est le bras, bras ouais. qui te permet Exactement. de bien la Ouais. manipuler, quoi. Donc voilà, ça c'est des outils qui sont super et Sirui en fait des vraiment très bons, que ce soit des monopodes ou des trépieds. Et là ils viennent de lancer un nouveau type de monopode et de trépied qui ont un système de relâche rapide, c'est-à-dire juste en tournant les moignons du trépied et du monopode, fioup, À ça se monte Manfrotto, à- exactement le même système. Ah, mais c'est génial. Comme un parapluie. Comme un Mm. parapluie. C'est un truc qui sort automatiquement. Non, c'est ça pas du tout. En fait, ça, tu- ça te décapsule. Enfin, Ouais, dis-moi c'est ça, si c'est ça. je me trompe, mais tu tournes dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, Exactement. si ma mémoire Ouais, est c'est bonne. ça. Et si tu veux, ton plateau va se décapsuler, en fait. Donc, il faut quand même tenir le boîtier au moment où tu fais ça. Ah oui, ok, Et ça te y est, sort. j'ai C'est compris. c'est un Ok. système Ouais, ouais. de quick D'attache release, rapide, comme on dit en bon enfin, français, ouais. ouais, d'attache c'est ça. rapide. Donc, Mais le leurre, moi, j'avais pas vu ça chez Manfrotto. Ou alors mais c'est Ils- vraiment, ils ont- assez bluffant. C'est-à-dire qu'on va super vite. Tu arrives avec ta caméra, il faut filmer en 2 secondes. Hop, tu dévisses très vite le haut du monopode. En 2 secondes, t'es à 1,70 m, tu peux filmer une interview. Donc si tu fais, je sais pas, du reportage politique, sportif ou quoi que ce soit, en 2 secondes, tu peux mener une interview, t'es stable. Hmm. Ah, ça, c'est génial. oui, c'est donc, super. ils Et puis, viennent, tu peux en mettre plusieurs sur divers vues. Tu peux avoir un slider à côté, puis un trépied, puis tu passes de l'un à l'autre, clac, clac. Tout en gardant en tête que le voilà. danger des monopodes, c'est quand même qu'il faut pas le lâcher. Oui. Non, mais ça, parce que après, avec l'avantage les du- 3 petits pieds, moi, ça m'arrive de Ouais. le lâcher quand je sais que ça va le faire et que j'ai une optique qui
qui permet pas d'être instable. Mais moi, je vois des fois des gens qui le lâchent parce qu'ils pensent que c'est stable. Et non, s'il y a quelqu'un qui passe à côté ou un coup de vent, c'est terminé. Mais c'est vrai qu'avec les 3 petits pieds, on aurait tendance à le lâcher, mais faut pas. C'est rigolo quand même ce monde du trépied. Il y a pas mal d'innovations. Là, on commence à voir popper les premiers trépieds. Alors, bon, a priori conçus initialement plutôt pour un usage photo, mais motorisés, tout automatique, dont on peut piloter l'orientation, la mise à niveau et même des mouvements directement depuis un smartphone, quoi. Donc voilà, peut-être que Ah, tu ces parles des choses. sliders motorisés? Non, c'est des. Alors ça, les sliders motorisés, c'est une chose. Là, cette technologie, elle est directement intégrée dans le trépied, comme sur le modèle Edelkrone Tripod X. Et combien il faut prévoir comme budget, alors sans partir sur les modèles Oui, oui, oui. professionnels ultra haut de gamme, pour un bon kit de trépied vidéo, donc le pied, la base, plus la rotule, ou de l'autre côté, un beau monopode. Pour les monopodes, on peut avoir un bon monopode, je pense, à 150 €. Ouais. Et pour les trépieds, il faut compter un peu plus quand même. Pour avoir quelque chose de bien, plutôt 250. Mais là, tu parles avec la rotule vidéo parce que Ouais, avec la rotule vidéo. Euh, Enfin, c'est vrai quoi que chez Sirui, je pense que tu peux chez peut-être Sirui, ça va. Parce qu'on avoir ça. est, on est Ouais. sur du produit chinois aussi, on peut le dire, hein. Donc ça reste un peu plus abordable. Mais ouais, c'est vrai que ça dépend de la tête qu'on prend et qu'on met au-dessus. Plus on va partir sur quelque chose de lourd. Et c'est pareil aussi, plus on va partir sur quelque chose de léger, parce qu'il y a beaucoup d'innovations pour être le plus léger possible. Et là aussi, ça peut chiffrer beaucoup. Mais je pense qu'en entrée de gamme, chez Manfrotto, pour 250 €, on a un trépied avec une rotule qui tient tout à fait la route, hein. Ça marche. On continue. Et toujours dans la thématique des supports caméra avec les gimbals ou stabilisateurs à main. Et on vous propose d'écouter le témoignage d'Olivier Mondon de la société DJI qui nous explique pourquoi ces accessoires ont en quelque sorte révolutionné les productions vidéo. Oui, en fait, avant l'avènement des stabilisateurs comme le DJI RS4 et le RS4 Pro qu'on vient de sortir il y a un mois, donc c'est en fait la dernière version de nos stabilisateurs Ronin. Pour obtenir des images fluides, il fallait, en tout cas quand on faisait du cinéma, c'était un véritable défi. Il fallait, par exemple, par exemple un trépied. Il faut que ce soit, voilà, c'est quand même bon, c'est pas hyper léger en termes de liberté. Il y a aussi le système avec des rails coulissants qu'on appelle aussi des dollies. Donc voilà, c'était quand même des systèmes assez lourds, sans parler de grues et de bras mécaniques. Ou alors même des Steadicam. Des Steadicam, en fait, c'est des systèmes de stabilisation portatifs, mais qui sont lourds et assez difficiles à maîtriser. Donc toutes ces solutions, même si elles sont efficaces, en fait, elles étaient peu pratiques et elles étaient aussi coûteuses et ça limitait un petit peu l'accès à la créativité pour les réalisateurs, qu'ils soient professionnels ou amateurs. Et donc cette arrivée de stabilisateurs Ronin, DJI RS4 aujourd'hui dans sa dernière version, ça a vraiment révolutionné et changé la donne par rapport à la liberté de mouvement des créatifs. C'est en fait une nacelle qui utilise des moteurs et des capteurs pour maintenir votre appareil photo parfaitement stable, même si vous courez, même si vous sautez, si vous dansez, et pendant que vous filmez. En fait, l'idée, c'est de vous libérer, vous, pour que vous puissiez penser à autre chose, à votre histoire, à ce que vous voulez raconter. Donc quand on parle de mouvement caméra, on pense aux plans cinématographiques, par exemple, des panoramiques fluides, où quand vous voulez balayer un horizon sans faire trop d'à-coups. Vous pouvez faire des travelling stables en suivant un sujet. Alors ça peut être bien sûr un humain, mais ça peut être aussi un sportif, ça peut être une voiture. Et des mouvements verticaux, quand vous voulez faire un plan ascendant ou descendant, un peu ce qu'on retrouve aussi dans les plans classiques de drone. Voilà, ça permet de faire des effets super sympas et super fluides. C'est vrai que dès qu'on voit sur un événement, peu importe ce que c'est, des vidéastes de reportage, dans la grande majorité des cas, les mecs, ils sont mobiles et ils utilisent un stabilisateur à main comme ça. Toi, c'est un accessoire que tu utilises souvent? Ah oui, oui, tout à fait. Moi, c'est dans ma valise quasiment tout le temps. J'utilise le stabilisateur peut-être une fois par semaine. Ça apporte un côté, allez, grosse prod à ce qu'on fait, mais immédiatement. Parce qu'effectivement, comme le dit la personne de chez DJI, ça remplace d'une manière mais extrêmement abordable et portable le Steadicammer. Donc un Steadicammer, avant, ça appartenait au lexique du cinéma. Des gens qui avaient C'est beaucoup de problèmes de dos. Exactement. Ouais, Donc c'est-à-dire ça peut coûter très cher. on a une structure qui est harnachée au torse Mm. avec un bras
qui porte la caméra vraiment donc au bout de ce bras. Il y Et avait un c'est arceau par-dessus, surtout. pas forcément. Pour, Donc on a, oui. on a parfois juste un bras qui est. Ou Qui je est- parle d'un qui- temps, peut-être que tu n'as pas connu. Si, je suis pas si jeune. mais, mais oui, donc il y avait différents moyens de porter les caméras, mais quoi qu'il arrive, c'était super sport. Et puis on voyait pas beaucoup de femmes le faire. Donc aujourd'hui, une femme qui fait des plans en mouvement, c'est devenu super courant aussi, parce qu'il faut pas négliger que le fait qu'en vidéo, on transporte du matériel assez lourd. Et donc sur ces stabilisateurs-là, on va pouvoir embarquer des caméras qui font aller peut-être parfois jusqu'à 4 kilos, avec quelques accessoires ou des optiques assez lourdes, et avoir une image super fluide. Donc les vidéastes qu'on peut croiser sur les événements, je sais pas, en boîte de nuit ou sur les salons, ou même qui font des pubs ou quelques plans en mouvement qu'on filme assez vite, eh ben, ils vont pouvoir eux-mêmes faire leurs plans en mouvement, sans faire appel à un Steadicammer, ce qui est un énorme budget. Donc un Steadicammer aujourd'hui, c'est 1 000 € la journée minimum. Là, moi, je vends tout à mes clients, j'arrive, je peux leur faire et les plans en mouvement et des plans au sol sur un trépied, et ça me prendra 15 minutes pour calibrer le gimbal. Parce qu'il faut pas oublier que c'est un... C'est Mais justement, c'est-à-dire le fait de devoir calibrer tout ça, c'est du temps en plus, c'est une contrainte en plus. Et moi, contrairement, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de vidéastes, et on en a reçu ici, qui pratiquent ce qu'on appelle le run and gun sans Totalement. gimbal, en fait, parce que Ça la fait perdre un peu stabilisation de temps. progresse Ouais. énormément sur les boîtiers, et la double stab sur certains boîtiers optiques permet vraiment de filmer avec le renfort de la stab électronique, et bien même de marcher avec l'appareil. Alors on verra toujours un petit peu la vibration. Alors il y au aura quand départ. même des à-coups quand on marche. C'est mais, un peu plus façon reportage, mais on il y en marche a. comme des chats maintenant. Ouais, c'est Ah pas ouais. mal, tiens, le catwalk. Mais du coup, ça reste une grosse contrainte quand même. Oui, mais c'est vrai qu'ils ont raison. Moi, c'est ce que je fais aussi. On tourne beaucoup à main levée parce qu'effectivement, on peut tout à fait tenir la caméra à la main en bougeant un tout petit peu de gauche à droite, en entrant dans une pièce, en suivant quelqu'un, et ça fonctionnera. Par contre, ça permet d'avoir un côté un peu plus cinéma, le stabilisateur. Ouais. Si on veut Côté faire plan séquence un peu. Voilà, on fait le portrait de quelqu'un qu'on va suivre de dos dans une rue avant qu'il rentre dans sa boutique, par exemple. Et ben là, on va faire un suivi qui va être assez long, qui va durer, mettons, 45 secondes avec une voix off par-dessus. Là, c'est pas mal d'avoir un stab. Par contre, filmer à la main, c'est vrai que quand on doit aller très vite et qu'il faut livrer beaucoup d'images dans la journée, moi, c'est ce que je fais un max. Le stabilisateur, c'est le petit plus pour quand on a le temps. Parce que c'est vrai que ce qu'il faut expliquer aux gens, c'est que déjà, on ne se sert pas d'un stabilisateur comme ça. Il faut vraiment le bosser. C'est pas si facile. Non, et d'une marque à l'autre, les applis sont plus ou moins bien faites. Oui, puis je trouve Franchement, que... Il y a plein de trucs à gérer parce c'est- qu'on doit gérer donc sa caméra, on doit gérer la nacelle, on doit C'est gérer ça. si on décide de faire des mouvements de caméra avec cette nacelle, gérer le zoom, machin. Enfin, ça fait beaucoup de trucs à gérer en même temps, quoi. Alors parfois, juste quand on sait pas trop se servir des modes du stabilisateur, juste s'arranger pour que la caméra ait une bonne balance et soit stable, et juste avancer et reculer en la laissant droite, Ouais, ça c'est te fait déjà un super. effet, ouais. Et c'est la calibration qui peut être C'est super fastidieuse. difficile. C'est surtout Et- ça. Il faut bien, quand on achète un stabilisateur, il faut bien se poser une petite journée chez soi avec un petit tuto d'un YouTuber qui nous raconte comment ça marche. Et puis, on sait comment le paramétrer, et c'est parti. Parce que c'est vrai que le risque de mal paramétrer un stabilisateur, c'est de forcer sur les moteurs. Et donc, du coup, le stabilisateur, il a une vie assez courte. Et garder la même optique qu'on a utilisée chez soi en regardant YouTube. C'est parce ça. que Donc, si par exemple, on c'est- met un 16-35 sur un stabilisateur aussi, et ben, faudra éviter de bouger du 16 au 35 pendant ses prises de vue. Sinon, le poids, il va partir d'un côté et de l'autre, et on va perdre la balance. Donc, Eh c'est quand même oui. oui. Donc, c'est quand même un outil il faut bien connaître avant de se lancer dedans, parce qu'il faut pas le proposer à un client sans bien maîtriser. Sinon, on n'aura que des galères. Ça va biper de partout. Et le DJI est génial. Moi, j'utilise encore aujourd'hui le SC2, qui est un super outil. Mais s'il n'est pas content, il bip de partout et le tournage, il se passe pas bien. Ouais, la gamme Ronin. Je crois que c'était un film avec Jean Reno et De Niro. Ronin. Oui, c'est vrai, Ouais, exact, c'est ça, hein. exact. Ah bah alors là, je maîtrise pas. Je t'ai dit, notre génération. Et puis en termes de prix, c'est pas si délirant que Non, ça. ça On va. pourrait imaginer que c'est des accessoires hyper chers, hyper luxueux, Mm. mais en fait, ça va, quoi. Alors, comme disait Olivier, là, le dernier modèle de DJI, le RS4, sachant qu'il y a une déclinaison de ce produit en version pro, mais le RS4 tout court, ça vaut 550 €. Alors évidemment, c'est quand même un budget, Peut-être qu'on s'habitue mal aussi. mais comparé, Je pense, oui. comparé C'est au pas cher, c'est que 500 au €. type de mouvement Non, mais de caméra qu'on est capable de produire avec On parlait des cet Steadicam, t'as cet raison. outil-là, Ouais. c'est peu cher. Et puis pour une société, une production, c'est comme si c'était de la limonade, quoi. Enfin, Ouais, c'est ça. Après, on verra rarement sur un tournage vraiment pub pour une grande marque un stabilisateur. Généralement, il y a
on fait appel à un Steadicammer. Mais c'est vrai que c'est un bon plus, mais je pense que ça fait partie des choses qu'on achète peut-être dans un second temps quand on maîtrise plus le reste ou quand on a investi dans une caméra qui a un bon autofocus. Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que utiliser un gimbal, un stabilisateur, c'est bien, mais on n'a pas accès au réglage de la caméra. Donc soit on utilise l'autofocus, soit on va utiliser ce qu'on appelle un follow focus, où là, il faut rajouter un petit objet annexe qui va permettre de faire la mise au point directement Je sur le pensais que ça avait manche. disparu, que c'était propre au Ouais. réflexe, qui était Non. très mauvais en Non, termes on d'AF. utilise encore beaucoup les photos focus parce que c'est dommage de ne pas se servir d'une belle optique vintage, focal fixe, sans autofocus. Bah, tu bosses en Euh, hyperfocal sinon, comme en photo. Mais ça suppose de rester vraiment à équidistance du ouais, c'est sujet ça, en ce qui est un peu permanence. compliqué. Sinon, il faut ce qu'on appelle un focus puller. Enfin, Ouais, bon, bon, là. Voilà. on est encore sur autre Après, chose. pour le coup, sur ce genre de truc, DJI, il propose des accessoires absolument délirants, Oui, compatibles avec ça, notamment avec cette histoire d'autofocus sur des optiques manuelles. Donc, ils ont le système motorisé de follow focus qu'on peut en plus coupler à un boîtier LiDAR qu'on peut venir fixer sur la griffe porte-accessoire de son appareil qui va servir de cerveau pour la mise au point. Et ça a l'air de marcher assez redoutablement bien. Non, mais ils sont très très forts, hein. Ils sont très très forts. Après voilà, là on parle encore d'une technologie, je trouve, qui demande un petit peu d'expérience avant de s'en servir. Bon, après, je vois plein de jeunes vidéastes qui se lancent, qui achètent un bon boîtier avec un bon autofocus, qui le mettent sur un stabilisateur un peu entrée de gamme et hop, ils peuvent aller filmer de l'événementiel. Ça peut aller très vite. C'est juste qu'il faut bien faire confiance à son autofocus avant de se renseigner effectivement sur d'autres manières de faire le point. Mais faut pas oublier que voilà, faire le point avec quelque chose où on n'a pas accès à l'optique, c'est encore autre C'est chose. pas facile. Non. Mais Ouais. c'est des super bons outils. Et Ouais. effectivement, c'est abordable. Il y a plusieurs manières de le manipuler, je crois. Enfin, Ouais, c'est ça. On peut même le prendre un peu face à soi en le braquant sur la personne et faire un 360. Il y a Bon, des il y a modèles plein qui ont de... une conception aussi un peu différente. Là. La marque Zinyu, Ziyun, Ziyun, non Ouais. Ziyun a un modèle à écrire, qui c'est est- encore plus compliqué. Ouais, c'est ça. Il y a des H Bien et des placer Y le H, partout. le Y. un le modèle I. un peu en fer à cheval avec une grosse poignée, puis c'est grosso modo à peu près dans les mêmes ordres de prix. Enfin, il n'y a pas que DJI, hein, évidemment, Bien sûr. qui propose Mais ce genre de Siri produit. aussi Ouais. propose des... Ah ouais? Ouais, ils en ont sorti un assez lourd. C'est pour vraiment mettre des caméras un petit peu lourdes dessus. Je sais pas où ils en sont aujourd'hui, s'ils ont sorti la version 2, mais il est très bien. Moi, je l'ai manipulé pendant pas mal de mois. Super. Hmm. Et puis bon, DJI, évidemment, on les connaît peut-être un petit peu plus sur le côté drone. Donc, toi, tu as été formé particulièrement à ça. Est-ce que le drone fait partie de tes accessoires vidéo que tu as toujours dans ton sac au cas où? Ah, pas du tout. Non. Pas du tout. Pourquoi? Parce que le drone, en fait, c'est un super outil. C'est un peu comme le stabilisateur. C'est un plus. On peut vraiment avoir un côté super cinéma quand on l'utilise. C'est une grue hein, aussi, C'est quelque ça. part. Moi, ça m'arrive quand on peut pas filmer parce qu'il faut monter haut à une Un échelle trépied, ou c'est un voilà, et trépied que ça fait aussi. prendre trop de temps. On fait monter le drone, mais pourquoi il est pas toujours dans le sac? C'est qu'il faut demander des autorisations pour faire voler un drone et on peut pas le faire voler n'importe où. Donc, ouais, le drone, c'est encore généralement quand on vend du drone, on vend aussi des démarches administratives qui sont parfois très longues. Donc c'est pas quelque chose qu'on prend comme ça, à moins de frauder. J'en connais pas mal. Mais je donnerai pas de nom. Qui J'ai font des voler. noms aussi. Mais Donc ouais, on moi, en parlera, tiens, après peut-être on a les mêmes. c'est ça. Mais bon, effectivement, ça reste donc quand on vend de la production audiovisuelle, ça reste un outil presque indispensable. Bon. Allez, on continue avec une autre famille d'accessoires incontournables et d'ailleurs très souvent insoupçonnés par les novices en vidéo. Il s'agit des filtres ND. Et on vous propose donc d'écouter le témoignage du vidéaste Adelin Scioli qui nous explique à quoi ils servent et ce qu'ils préconisent. Alors, les filtres ND, ça sert à un élément principal, c'est pour le vulgariser, mais il faut imaginer que c'est des lunettes de soleil pour objectif. Et en fait, du coup, ça va avoir un intérêt. Nous, en vidéo, on va l'utiliser de la manière à à conserver notre bokeh, en fait. On va surtout l'utiliser de cette façon-là, c'est-à-dire qu'on va shooter avec une ouverture importante, tout en gardant une image qui est correctement exposée. Voilà. Sur le principe, ça sert à ça. En vidéo, généralement, on va souvent utiliser ce qu'on appelle une matbox. Donc, c'est un outil qu'on va venir placer. C'est la grille que vous voyez dans tous les films devant la caméra avec le petit panneau frontal, etc. Ça s'appelle une matbox. Et en fait, dedans, il y a ce qu'on appelle des porte-filtres. Et on va venir placer des filtres rectangulaires dedans. En photo, généralement, on va le mettre sur des optiques où on va le visser directement devant. Mais en vidéo, on le fait aussi. Donc, en fait, finalement,
Je sais pas si cette différence existe réellement. En tout cas, c'est plus juste une histoire d'ergonomie, de praticité sur les gros tournages. Pour les filtres ND, ce que je conseille globalement, c'est d'éviter le plus possible, alors je sais que c'est à la mode, mais le plus possible les variables, pour la simple et bonne raison qu'il y a très très peu de constructeurs qui ont des variables qui sont cohérents niveau colorimétrie. Donc moi, je conseille d'aller vers des filtres fixes. Bien sûr, c'est beaucoup plus chiant. Évidemment, c'est beaucoup plus difficile à s'en servir. Mais quelques valeurs de filtres fixes, hein, voilà, 4, 2, 4, 6, etc. Mais ces bases-là sont déjà très très bonnes pour des journées simples. Et puis, si vraiment on va à la plage avec beaucoup de soleil, etc., là, on peut voir des valeurs plus importantes. C'est pas un peu overkill quand même les Madbox pour utiliser des filtres ND sur une caméra? Bah, attends, ça donne du style quand même, hein. Non, bah, ça dépend des caméras, mais effectivement, aujourd'hui, on n'a pas forcément besoin de Madbox si on filme avec des petits boîtiers comme ceux que j'utilise, des Sony, des A7S3, des choses comme ça. On vise directement le filtre dessus. Après, encore une fois, ça dépend des productions, parce que monter une Madbox et enfiler des filtres dessus, ça prend aussi un petit peu de temps. Donc, il a raison sur les filtres variables dans le sens où c'est pas ce qu'il y a de plus quali. Par contre, si tu fais du reportage ou si tu fais du mariage, comme moi j'en ai fait beaucoup, là on n'a pas le temps de Tu changer gagnes la un temps densité des précieux quand filtres. même. C'est ça. Donc moi j'utilisais pas mal les filtres variables à l'époque du mariage. Parce que voilà, imaginons, on va suivre quelqu'un qui est en plein cagnard au milieu d'une cérémonie et juste après il va rentrer au cocktail, il faut le suivre dans une salle. Bah là, au lieu de passer son temps à dévisser et revisser le filtre, je vais tout simplement le passer sur une valeur presque neutre. Ouais. Et puis ensuite je vais rebalancer direct sur une densité très forte pour pouvoir retourner au soleil. Et ça, c'est un outil absolument génial. Après, voilà, c'est de la vidéo pour les particuliers, même si moi, j'essayais de la rendre le plus cinéma possible. On n'est pas non plus sur une exigence de rendu où s'il y a des petits défauts, des mini défauts en bord de l'image, je pense que ils le verront pas. Et même moi, ça me choquera pas forcément sur ce genre de production. Mais en tout cas, il a raison, ça fait partie des accessoires indispensables en vidéo. C'est aussi un petit budget parce que les bons filtres variables, mine de rien, c'est un tout petit objet qui arrive dans une mini boîte et puis ça peut vite coûter 200 €. Toi, tu as une Donc, marque à recommander parmi les filtres que tu utilises? euh, Parce que bon, on a des constructeurs comme Oya qui sont c'est assez ça, il y a incontournables. Tiffen aussi Ouais. qui fait Coquin. des bons filtres. Coquin, oui, Coquin. oui, excellent, Ouais, c'est excellente ça. marque. Coquin, c'est des très bons filtres. Après, moi, c'est pareil, j'ai utilisé plutôt avec des Madbox. Mais Tiffen, c'est pas mal. Il y a aussi les filtres qui s'appellent les Pro-Mist. Donc, qui permettent Ah d'apporter oui. un côté cinéma, par exemple, quand on a une image Sony et Brumeux. qu'on utilise des optiques qui ont une netteté qui est un peu too much et que du coup, on va essayer d'abîmer l'image directement à la prise de vue. Et donc des filtres, par exemple, ça s'appelle des filtres donc Black Pro Mist, et là on peut aussi checker une densité qui peut être par exemple sur 1/4. Et donc là, ça va nous apporter un petit peu de grain et de diffusion. Donc quand on va tourner par exemple quelqu'un qui sera en train de, je sais pas moi, parler à une femme à une table avec une bougie à côté, on verra qu'il y aura un petit halo un peu diffus autour de la bougie, ça va apporter une sorte de chaleur. Donc les filtres, c'est un outil indispensable en termes de logistique, mais aussi un outil créatif qui peut être vraiment intéressant. Et qui est pas si encombrant que ça finalement. Ah non, ça prend pas du tout de place. Maintenant, moi, je mets ça dans une petite pochette. Je les sépare avec des tissus pour nettoyer les lunettes et je les mets tous dans la petite pochette et j'en ai 5 ou 6 à chaque tournage sur moi. Parce que tu parlais à la base dans ta formation des grosses caméras et la plupart des grosses cams, tu as des filtres ND intégrés. Et Exactement. dans l'univers de la vidéo, tu t'habitues vite à ça quand tu fais des C'est formations. ça. Et quand tu vas sur un hybride, tu es un peu démuni parce que les hybrides n'ont pas de filtre ND intégré. Certains boîtiers compacts qui en ont, mais pas Ils sont toujours. très rares. Ils sont en très vi- très en- rares. ouais. Et puis Ouais. pas toujours activables en vidéo. Ricoh GR d'ailleurs, il me Donc, semble. oui, mais pas forcément activé en vidéo. Le X100 en a, par Ouais. exemple. Donc c'est plutôt Oui, parce indispensable que d'en avoir. c'est sûr qu'il faut dire que les ND intégrés sur les grosses caméras, c'est aussi un autre budget d'équipement. Parce que voilà, les grosses caméras de type les FX6 de chez Sony, je crois, c'est pas le même budget. Donc oui, il faut s'équiper de filtres. Et aussi sur le drone, pareil. Ah ça va complètement. Pour éviter C'est de bouger ses réglages et d'avoir des réglages indispensable sur le drone. qui sont très sales. Ouais. Ouais. Moi, je me balade toujours avec un kit. Les Polar Pro sont très bien. On peut acheter des boîtes où il y a 3 filtres de densité différentes jusqu'à vraiment des filtres qui permettent de filmer, je sais pas, un bâtiment blanc en plein soleil avec un drone. Quand on le filme en haut, en plein été, c'est une galère. Donc là, il faut mettre la plus grosse densité de filtres et les Et comment Polar tu Pro fais sont du bien. coup pour choisir le niveau de densité de ton fil? Tu vas un peu au pifomètre, c'est l'expérience? Ouais, Ou il y a une manière de faire pour tu sais, savoir c'est comme lequel sur, utiliser? alors, soit tu fais d'abord voler ton
ton drone une première fois pour faire ton repérage et tu regardes, généralement, tu as un indicateur d'exposition, comme sur les caméras. Tu vas voir si tu es vraiment surex avec ton réglage. Tu verras s'il faut juste compenser un tout petit peu avec un filtre d'une densité basse ou au contraire aller sur du beaucoup plus haut. Mais sinon, c'est à l'œil. Tu dis, bon, ok, là, il n'y a pas de nuages. Je suis en plein soleil, en plein été, je filme du blanc. Je vais y aller sur la plus grande densité. Moi, généralement, mon drone, vu que je filme beaucoup en été quand il fait beau, j'ai quasiment tout le temps le filtre de la plus grosse densité sur le drone. D'accord. Honnêtement. Et donc, une fois que tu mets, enfin, que ce soit un drone, avec un drone ou une caméra, bon, je rappelle quand même l'idée des filtres, c'est aussi de pouvoir utiliser les très grandes ouvertures C'est ça. en vidéo. Une fois que tu es tout installé, du coup, si tu veux absolument travailler un 4 et que tu te rends compte que tu n'as pas forcément la meilleure, t'as pas fait forcément le meilleur choix en termes de densité de filtre. Ta variable d'ajustement, c'est quoi? Ça va être C'est la la sensibilité vitesse, hein. ISO ou la vitesse? La Ouais. vitesse, mais alors la vitesse, quand on l'augmente en vidéo, c'est pareil, on va perdre. Parce que ce qui est important en vidéo, c'est le flou de mouvement. Donc il y a des règles très simples. Quand on tourne à 25 images secondes, il faut se mettre à 1/50. On double. On double, toujours. Donc si je tourne à 50 images secondes, je me mets à 1/100. Donc ça peut être une astuce d'ailleurs. Bah, je suis avec ma caméra, zut, j'ai pas de filtre, je comptais filmer en 25 images secondes, ma caméra me permet d'aller un peu plus haut. Bon, bah, peut-être que dans ces cas-là, je vais filmer à 50 images secondes et augmenter ma vitesse à 100. Mais sinon, bah, si tu es dehors et que tu te retrouves avec beaucoup de soleil et pas de filtre, bah là, dans ces cas-là, il faut augmenter la vitesse, bien sûr baisser les ISO au maximum, mais on risque de perdre ce flou de mouvement qui fait que on a une image un peu cinéma. C'est là qu'on a un rendu très saccadé C'est parfois ça. et qui n'est Ouais. pas du tout cinématographique. Ouais, donc pour le sport, par exemple, il faut augmenter sa vitesse. Là, on peut y aller. C'est pour ça que généralement, les caméramans qui font du sport, ils s'en fichent un peu des filtres, en fait. Ils augmentent la vitesse et voilà. Sauf s'ils veulent une image un peu plus cinéma, justement. Mais on va pas filmer quelqu'un qui fait un sprint avec un réglage de 25 images secondes, un 50e, sinon on va rien voir. Pareil pour l'équitation, par exemple. Ok. Allez, on continue, on change de famille. On parle plus d'image, on parle plus de support. On va parler de son. Un aspect fondamental, voire primordial en vidéo et bien trop souvent négligé. On vous propose d'écouter le témoignage d'Achille Martinon de la boutique ipln.fr qui nous parle de l'une des dernières innovations technologiques en matière d'enregistrement sonore en vidéo, le 32 bits flottant. Voilà, le son, c'est très important. Il faut y faire très attention. On dit souvent que dans l'audiovisuel, le son vient avant l'image. C'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a un vrai intérêt à avoir une bonne qualité de son. Et du coup, c'est un marché qui évolue plus lentement, on va dire, que le marché de l'image, parce qu'il y a moins de choses qui sont là pour évoluer. Mais par contre, la technologie vraiment qui arrive sur le marché et qui se met à devenir presque la norme, en fait, c'est le 32 bits flottant. Donc jusque-là, pour revenir rapidement sur ça, le son, on était surtout en 24 bits. Quand on parle voilà, de qualité audio, on était là-dessus. Et là, en fait, le 32 bits, si je dois le comparer à quelque chose, c'est en fait le comparer au RAW en photo. Ça parlera peut-être à beaucoup de vos auditeurs. C'est en fait se dire, j'ai tellement d'informations audio qui est enregistrée que j'ai la possibilité en post-production de venir ajuster mon gain, monter mon niveau, le baisser, sans pour autant avoir voilà, de bruit de fond. On a toujours, pour ceux qui ont déjà fait du montage, on a déjà eu ce petit souci, on essaie de monter le volume en post-prod et on se retrouve avec un volume sonore qui crépite, c'est pas agréable. Et à l'inverse, un volume qui a piqué, c'est-à-dire qu'on a dépassé la capacité de latitude de captation de mon micro, et ben là, je peux pas le récupérer. Le 32 bits, ça me permet vraiment, dans un sens comme dans l'autre, de pouvoir monter le son sans avoir de perte de qualité sonore, mais aussi de récupérer du son si je me suis mis à parler trop fort et que j'ai saturé. Voilà, on peut plus saturer en fait l'enregistrement. C'est vraiment l'intérêt qu'on a là et qu'on retrouve maintenant chez Rode dans les Wireless Pro, qu'on retrouve chez Zoom dans toute la nouvelle gamme H Essential et même chez DJI avec du coup le 32 bits dans les DJI mic. Précision quand même, pour le moment, il y a pas de boîtier qui permet d'enregistrer ça. C'est pour ça que par exemple sur le Wireless Pro, même s'il fait du 32 bits, quand il va envoyer en sans fil le fichier du coup au récepteur qui est connecté ensuite au boîtier, et ben en fait ça va être du 24 bits. Si on veut du 32 bits, il faudra obligatoirement enregistrer sur la mémoire interne. Donc ça oblige une post-synchronisation plus tard qui oblige malheureusement encore à ça, mais on espère voir des boîtiers avec du 32 bits flottant arriver très vite sur le marché. Alors,
dès qu'on met les doigts dans le son, Ça devient technique, c'est ça? on rentre, je suis bien placé pour le savoir, on rentre dans un univers très geek, très, Ouais, très, c'est très, ça. très geek. Et moi, personnellement, je vous avouerai que si un jour on pouvait enregistrer nos podcasts en 32 bits, ce qui n'est pas le cas pour le moment, puisque notre matériel ne nous permet que faire du 24 bits, je serais assez séduit. Parle-nous de ton setup son, Julia. Comment tu fais, toi? Qu'est-ce que tu utilises? Donc effectivement, moi, je me suis posé la question d'acheter ces nouveaux micros-là, il y a quelques mois quand j'ai voulu changer un peu mon setup. Mais le 32 bits flottant, c'est génial, mais ça demande de s'y connaître un petit peu pour pouvoir mieux mixer son son. Et généralement, moi, j'ai ni le temps, ni tout à fait les connaissances encore pour ça. Et j'étais partie sur le même système donc de micro duo qui arrivent tous les deux sur un récepteur. Donc si on parle des Rode, par exemple. Mais dans ces cas-là, pas d'enregistrement en interne sur les deux petits récepteurs, mais un enregistrement qui sera directement synchronisé sur ma caméra. Donc j'utilise différents types de matériel en fonction des prises de vue. Donc j'ai des micros, ce qu'on appelle des micros canons, que je mets directement sur les caméras. T'en mets toujours, quel que soit le sujet que tu filmes? Ça dépend, sauf quand c'est de l'interview, je mets un micro cravate. Parfois en reportage, oui, j'ai directement un micro, par exemple avec la Fix 3. Il y a un accessoire génial qui se branche sur la griffe qui permet d'avoir un micro. On arrive directement à un XLR sur la caméra, on a un super son et pour le reportage, c'est top. Ouais, mais on est limité en termes de pistes sur ce genre de choses. Ah bah oui, Généralement, on est les limité, oui. caméras, elles en proposent deux. Elles C'est font de ça. la stéréo. Ouais. On n'est pas obligé de mettre la même chose sur la piste gauche et droite, mais C'est ça ça. fait que deux pistes. Donc, dès que tu te retrouves à devoir avoir une interview de 2 personnes plus un peu de son De d'ambiance, toute tu façon, peux t'es limité, l'interview de 2 quoi. personnes, je déconseille de la faire avec ce genre de micro. C'est trop, ça ira pas, c'est trop directionnel. Et puis, on pourra difficilement passer de l'un à l'autre si c'est une conversation où les personnes s'entrecoupent. Ouais, bien sûr. Là, voilà, ce sera pas quali. Non, maintenant, il y a des outils vraiment incroyables qui sont sortis. Donc, ces petits micros. Donc, on a parlé de ceux de Rode. Moi, j'ai misé il y a quelques mois sur une start-up française qui s'appelle Picomic. Qui a sorti un kit de micros, donc les Picomic 2 Pro, je crois, c'est ce que j'ai acheté. Donc on a un petit récepteur qui se branche en mini jack directement sur la caméra. Et donc 2 émetteurs qu'on met directement sur les gens, donc façon micro-cravate, sauf que ce qui est génial, c'est que donc eux, le micro est directement intégré à l'émetteur. Donc c'est super discret, ça ressemble à presque une barrette de cheveux. Ouais, c'est pas comme les gros blocs de Rode là qui sont quand Ouais, même alors ça, c'est très assez gros. laids, quoi. Non, moi, c'est vraiment, c'est presque une barrette. Une barrette à cheveux, une barrette vraiment qui fait 1 centimètre, qu'on clipse directement sur les vêtements. Et ça, c'est génial. On n'est même pas obligé de mettre. On peut avoir l'option de mettre un micro filaire en plus, façon micro-cravate, si on est dans des conditions de prise de vue un peu compliquées. Et ça, c'est des super outils. Ça coûte environ 400 €. Ah oui, quand même. Ouais, par contre, voilà, moi j'ai pris le modèle pro, on est vraiment sur du matériel où derrière, donc moi j'ai une petite mixette, une petite interface qui me permet de muter le Peut-être micro rappeler ce qu'est de. une mixette pour les gens qui nous Ouais, écoutent et qui ne seraient pas alors familiers. je vais me retrouver donc avec donc les 2 émetteurs, c'est les personnes par exemple que je vais mettre sur les 2 personnes qui vont parler à la caméra. Ouais. Et le récepteur, ça va être une toute petite mixette, donc c'est un tout petit boîtier que je branche en mini jack à la caméra, sur laquelle j'ai 2 boutons de niveau. Donc si par exemple j'ai une personne qui parle super fort et que celle d'à côté est toute timide, elle parle pas fort, donc déjà je pourrais gérer les niveaux des 2 personnes qui parlent individuellement. Et potentiellement, s'il y en a un qui raconte trop de bêtises, je le mute. Donc ça, c'est pas mal. Et puis j'ai aussi sur ces micros-là, j'ai aussi la possibilité d'avoir un réducteur de bruit ambiant qui est pas mal. Bon, ça reste encore un peu artificiel. Ça amène des voix légèrement plus robotiques, mais c'est quand même des super outils. Avant, j'avais les Holy Land Lark qui étaient très bien aussi. Ouais. Mais sauf que ce que je trouve bien avec cette start-up-là, c'est que ces micros-là, pour le moment, j'ai jamais eu de problème de batterie sur une journée entière d'enregistrement. Alors que les Holy Land, à la pause déj, il fallait absolument que je recharge. C'est Donc en là, recharge USB-C. Recharge quelque chose comme ça. USB-C, ouais. C'est pas mal. Et tu as des petites bonnettes s'il y a trop de vent, par Ouais, exemple il y a une petite bonnette Ouais. qui se clipse directement dessus. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des outils qui sont incroyables parce qu'à la base, pour les anciens de la vidéo, même pour moi qui étais formé en vidéo il y a moins de 10 ans, c'était les Sennheiser. On a des micro-cravates Sennheiser, c'est du solide, ça marche super bien. On se met sur la même fréquence, ça marche aussitôt. Par contre, c'est une consommation de piles incroyable. Même en utilisant des très bonnes piles rechargeables, une journée, ça tient pas. Là, aujourd'hui, on a des outils vraiment incroyables. Donc c'est un investissement, c'est sûr. Faut compter, oui, entre 300 et 500 € en fonction des marques. Je pense qu'on aura difficilement moins, à moins de partir sur des générations d'avant comme les Holy Land Lark 2 par exemple, qui aujourd'hui sont hyper abordables d'occasion ou même
même neuf, mais bon, ça tient pas la Via journée. le système locatif dont tu parlais. Ouais, l'IT-Share. Ouais, par exemple, l'IT-Share, effectivement, on peut avoir accès à des micros pour 30 € par jour. En tout cas, pour faire une interview à 2 personnes, avant, ça n'existait pas du tout, ce genre de choses. Ouais, bien sûr. Ouais. Fallait, si une interview à 2 personnes, parfois, fallait un ingé son. Ouais. Moi, ça m'arrive parfois de percher ou de mettre une perche sur un pied quand il y a beaucoup de gens qui parlent autour d'une table, par exemple. Oui, on parlait de pied Mais, robuste. L'avantage aussi c'est d'un ça. pied robuste, c'est que tu peux mettre Ouais. des outils dessus, notamment Parce que girafe, pour- un slider ou alors tu peux mettre C'est une ça. perche. En fait, pour déporter un poids, que ce soit une lumière ou un micro, il faut quand même des trépieds assez robustes. Ouais. Et puis, il y a un accessoire, évidemment, dont on n'a pas encore parlé, qui touche à cet univers-là, c'est le casque. Puisque dès qu'on Ah commence à oui, s'intéresser au son, il faut monitorer tout ça en temps réel. Parce que, bon, regardez les petits potentiomètres vert, jaune, rouge à l'arrière du boîtier, c'est bien, mais ça remplace pas Alors, une écoute, quoi. C'est déjà ça pas mal, hein. dépend. Parce qu'au final, les petits niveaux vert, jaune, rouge, ils sont super utiles et super fiables. Parce que parfois, même avec un bon casque, quand il y a beaucoup de brouhaha autour, je sais pas, moi, je me fie pas mal à ce que m'indique la caméra. Et en l'occurrence, pour ces micros-là, la petite mixette, généralement, on est à -20. On essaie de faire attention à ce qu'on n'aille pas trop dans le rouge. J'allais te demander Et les bons réglages. Plutôt -12, ouais, plutôt -20. ça dépend. Mais c'est vrai qu'entre -12 et -20, c'est à peu près les valeurs sur lesquelles on sera un peu plus safe, parce qu'effectivement, il ne faut pas que ça sature. Il vaut mieux être un peu plus bas et essayer de monter les gains en post-prod. Mais, Passe au 32 bits. Mais mais pourtant, c'est moi, vrai qu'un bon casque, ça fait partie des accessoires qu'il faut avoir dans la Ouais, valise. moi je suis Ouais. assez d'accord avec Arthur là-dessus. C'est-à-dire que même nous, pour enregistrer parfois Ouais. certaines capsules du podcast en live, ça rassure. Oui, Et oui, puis, c'est je sais vrai. pas, le fait d'avoir le retour son, Oh, comme quoi on qu'il l'a arrive, d'ailleurs il en faut avoir une enregistrant. petite oreillette. Ouais. Parce Ouais. que, bon, Oui, c'est on ça. n'est pas... Et puis, en fait, le truc, c'est que l'indicateur qu'on a sur la caméra, donc vert, jaune, rouge, d'accord, il vaut mieux rester dans le vert et avoir des petits pics sur le jaune. Mais malheureusement, s'il y a un frottement de tissu, ça, la caméra ne le dira pas. Un quasiment, un Donc, frottement, ça tu l'as pas. c'est vrai qu'en vidéo, là, on part aussi sur d'autres problématiques. Quand on veut filmer quelqu'un, il faut faire attention qu'il n'y ait pas de boucle d'oreille trop proche du micro. Bon, ça, c'est pour ça qu'il faut se former au son aussi. Quand on débute, on ne sait pas. On demande aux gens de venir n'importe quand. Venez, oui, avec un col roulé et puis un gros collier. Ben non, en fait, on s'aperçoit que sur un col roulé, on ne peut pas fixer de micro, sinon c'est trop Et visible. les Donc, poils de barbe qui grattent c'est sur ça. l'école. Donc oui, un bon casque, ça fait partie des bons accessoires. Après, moi, j'utilise un JBL à pas bien cher. Oh, Et bah, pour le moment, ça va. Les casques, c'est pas forcément très cher. Oui, ça va, pour ça le fait coup. partie des choses abordables. Ok, allez, on continue. Et on va s'intéresser maintenant aux moniteurs externes qui permettent, évidemment, dans un premier temps, de disposer d'une sorte de combo de cadrage beaucoup plus grand et confortable que les écrans arrière embarqués sur ta FX3, par exemple. Et dans d'autres cas, peuvent aussi servir d'enregistreur externe. Mais cette partie, finalement, hybride, moniteur de contrôle, enregistreur externe HDMI, j'ai la sensation qu'elle perd un peu de sens. Il y a quelques années, c'était limite le deuxième truc qu'on achetait dès qu'on s'offrait un hybride. Là maintenant, avec les nouveaux modèles, les améliorations des performances des cartes, les possibilités de modes d'enregistrement et des débits complètement délirants qu'on peut faire directement en interne, le côté enregistreur externe HDMI, il perd un peu de sa superbe, non ? Ouais, c'est ça. C'est vrai que, par exemple, chez les Sony FX3, on peut avoir... Je vais peut-être pas aller trop dans le technique, mais on peut avoir des fichiers très lourds directement dans la caméra sans avoir à passer par des outils d'enregistrement externe qui permettaient effectivement avant d'avoir des fichiers qui permettent d'étalonner un maximum derrière. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'utilité d'un moniteur externe, c'est quand on est dans des conditions, par exemple, très lumineuses. On est dehors, on va avoir du mal à faire la mise au point directement sur la caméra ou à regarder ses réglages. Donc là, on aura un moniteur très lumineux au-dessus. C'est presque plus pour le retour. Après, les enregistrements sur des moniteurs permettent aussi parfois d'enregistrer dans des formats plus légers pour le montage derrière. Donc là, ça peut avoir de l'intérêt. Parce que c'est vrai que les formats de sortie très lourds des caméras, parfois, quand on a un ordinateur pas assez puissant derrière, c'est immontable. Sauf si on utilise ce qu'on appelle des proxys. Mais c'est ça aussi l'avantage des moniteurs, par exemple un Atomos. C'est pour pouvoir utiliser des fichiers en ProRes, par exemple, qui sont beaucoup plus légers, beaucoup plus faciles à monter derrière. Mais là, on entre pas mal dans la technique. Je ne sais pas si c'est facile aux gens
vraiment de comprendre ce qui leur conviendra. Je pense qu'il faut tester, voir un peu quand on veut s'approcher d'un format assez lourd sur ce que les caméras nous proposent. Est-ce qu'on arrive à les monter derrière ou est-ce qu'on va essayer au contraire de se procurer des fichiers plus faciles à monter? Ce serait ça plutôt l'intérêt aujourd'hui. En tout cas, ce qui est important, mais tu l'as bien fait, c'est de dissocier le visionnage de C'est ça. l'enregistrement, en Ouais. fait. Et ma question, c'est est-ce que sur les gimbals, par contre, les moniteurs, ça reste pas intéressant selon la manière dont tu utilises ton gimbal, en fait. C'est-à-dire parfois de le mettre via des rigs, donc des systèmes qui permettent d'assembler des accessoires, de mettre par exemple un écran sur une poignée, voilà. Ouais, c'est ça. Bah, c'est presque indispensable parce que c'est vrai qu'en fonction des mouvements qu'on fait, souvent, Oui, on parfois n'a pas du tout tu l'accès vois à plus l'écran. l'écran, en fait. Ouais, c'est ça. Après, moi, j'utilise beaucoup un système qu'a lancé DJI il y a quelques années avec les Ronin, justement. Ça s'appelle le Raveneye. C'est un petit boîtier qu'on recharge aussi en USB-C, qu'on va aller fixer sous le stabilisateur, sous la caméra. Et là, on pourra directement récupérer l'image sur notre téléphone. Donc ça, moi, j'utilise beaucoup. Avec l'application dédiée, on peut aussi faire la mise au point sur le téléphone. Enfin, en fait, aujourd'hui, il faut vraiment s'écouter et voir comment on veut fonctionner. Moi, en l'occurrence, je suis assez fluette, je suis pas très costaude. Je peux pas embarquer un gimbal, plus la caméra, plus un micro, plus un moniteur, parce qu'il faut se dire qu'après, ça devient extrêmement lourd. Donc c'est aussi ça, c'est que le moniteur, Ouais. quand on tourne à la main, ça rajoute un certain poids, parce que derrière, pour qu'il dure au moins 3 heures, il faut aussi ajouter une batterie qui a beaucoup de poids. Alors, la notion des batteries, des câbles, Ah ouais, machin, ça, on va même pas se lancer dedans. non. Mais par contre, depuis tout à l'heure, on parle de beaucoup d'accessoires qui viennent s'utiliser sur ou à côté de la caméra. Comment on fait pour finalement fixer tous ces outils? Alors, il y a ce qu'on appelle des Des cages. cages, Ouais. des cages, Des rigs et des des gages. ouais. rigs, et puis tout un tas de petits accessoires de fixation, des bras magiques, des machins, des trucs, des bidules. Comment ça se passe à ce niveau-là? Toi, tu as toujours une cage Ah sur oui, sur ta caméra. Mais après, la FX3, elle a plein de points d'accroche. ouais, mais pas assez. Ah, pas Nous, assez. ce qu'on aime bien en vidéo, c'est les pas de vis. Plus on en a, plus c'est cool. Il y en a parfois sur les trépieds. Et ça, c'est très Ouais. pratique aussi pour mettre un petit bras magique et déporter C'est ça. une torche ou un micro. Parce que c'est vrai que, contrairement à la photo, en vidéo, on a tendance à devoir accrocher des accessoires partout, parce qu'on a besoin de mettre un micro, une light, un moniteur, parfois d'autres accessoires. Je sais pas à quoi je pense, tu oublieras ça. Un iPad pour regarder un film. Oui, voilà, par exemple. Et donc, les caméras, ou même les boîtiers, les hybrides, il n'y a pas assez de pas de vis, voire il n'y en a pas du tout. Donc la FX3, qui est ce qu'on appelle la Cinema Line, en a quelques-unes. Mais donc, on a tendance à rajouter une cage autour. Et donc, cette cage, en fait, c'est une structure qui va protéger la caméra peut-être en numéro 1, mais aussi qui est entièrement recouverte de pas de vis. Donc là, on pourra rajouter où on veut autour de la caméra des petits bras magiques ou fixer directement dessus une Mais griffe. il faut que cette structure soit spécialement conçue pour le modèle de sa caméra. Ah oui, c'est ça. Généralement des trucs sur mesure, et qui eux-mêmes proposent tout un tas d'autres Exactement. accessoires, des poignées, des machins, des trucs, des bidules. Donc la plus connue, c'est Small Rig. Ouais, Et ça, c'est la plus incroyable ce qu'ils abordable. font, hein. Ouais. Franchement, en termes de prix et de diversité. Ouais, c'est ça, c'est les plus abordables. C'est pas forcément quoi qu'ils sont tous performants en fait. Mais Small Rig, il y a plein de petits accessoires. Après, quand on a mis le doigt dedans, on a toujours envie d'acheter le nouveau petit truc qui va me permettre de mettre le micro de la meilleure manière possible. Et puis ils sont réactifs. Dès qu'il y a un modèle Ouais, qui sort, c'est ils ça. sont dessus. C'est ça. Donc c'est vraiment bien quand on se lance dans la vidéo parce que ça permet, si on veut filmer à main levée, de tout avoir autour de la caméra, de se balader avec. Et le truc le plus utile qu'on va aller fixer à la cage, c'est une poignée. Ils sont un peu comme des bricoleurs, non? Quand on Ouais, fait de la c'est ça. vidéo, t'as un petit peu ta C'est trousse à super outils, amusant. On puis a t'as l'impression de monter des vis dans tous les sens. C'est ça. On est entre le Lego et Et le mécano. boulot. Je reviens 2 secondes sur les moniteurs externes. Est-ce Ouais. qu'on a une idée à peu près du prix que ça coûte? Un moniteur externe de contrôle et un moniteur externe qui est capable de faire de l'enregistrement en HDMI? Oui, alors il y a une marque qui est pas mal en entrée de gamme qui s'appelle Feelworld. Ouais. C'est des petits moniteurs 4K qui sont assez abordables. Je pense que pour, allez, je sais pas, j'ai pas envie de dire une bêtise, mais pour 120, 130 euros, on peut avoir Un tout petit peu plus. Ah, C'est c'est vrai 189 € le modèle Le plus bas F5. Alors, je sais pas si c'est le plus bas, mais celui que j'avais sélectionné, c'est le modèle F5, donc en 5,5 pouces de D'accord. diagonale. Et ces petits moniteurs, ils permettent aussi ils ont des fonctions de focus picking. Enfin, Ouais, c'est ça. on a quelques features Mm. qui sont pas inintéressantes Ouais, quand on fait de la vidéo, on quoi. peut effectivement avoir des avertisseurs d'exposition, du zébra, du picking Ouais. pour la mise au point. C'est vraiment pas mal. Inverser le sens de l'image quand on tourne dans des conditions où voilà, il faut bouger un peu. Mais bon, effectivement, les modes sont assez restreints. Et après, pour les plus connus sur vraiment les vidéastes
On est sur vraiment du matos un peu plus pro où on va enregistrer dessus. Là, il y a la gamme Atomos qui est vachement bien. Ouais. Où on peut effectivement enfiler un disque derrière pour enregistrer. Et ce qui est très utile quand on fait de l'étalonnage, c'est charger des luttes dedans. Alors là, on est encore sur un lexique aussi assez technique, mais le LUT, c'est qu'en fait, en vidéo, quand on veut étalonner, on va filmer avec une image très désaturée qui va nous permettre de tout réétalonner derrière. Sauf que quand on a un client à côté de nous, il va détester voir cette image-là, ça va le terrifier. Donc sur l'enregistreur, on pourra directement sur le moniteur charger un LUT pour rassurer le client et avoir une bonne idée de ce que sera notre image après la phase de colorimétrie. On peut renvoyer une émission qu'on avait enregistrée avec Bernard Bertrand sur le sujet, sur le rendu cinématographique. On en avait parlé des luttes et de l'intérêt d'avoir des luttes, soit de les créer, soit de les charger. Vous avez bien fait de faire une émission entière dessus parce que c'est encore pas fait autre que chose. sur ça, mais sur le Non, mais rendu ciné. ouais, En tout cas, c'était très intéressant. Et juste pour terminer sur les écrans, toi qui utilises en plus une FX3, il y a Sony qui propose sur sa gamme Xperia, et je crois que c'est la Xperia 1, d'utiliser les smartphones en tant que visionneur en fait sur son appareil photo. Donc ça, c'est quand même pas mal, quoi. Atomos a annoncé d'ailleurs très récemment aussi un nouveau module qui permet de transformer entre autres l'iPhone en moniteur de contrôle et en enregistreur convertisseur ProRes. Ouais, c'est top. Ouais, bah c'est bien, ça permet de gagner Ce qui est assez pas mal de parce poids qu'on a des d'encombrement. super écrans déjà dans la poche, quoi. Donc c'est Ouais, parce que un peu avec, dommage avec d'en déjà racheter tout un, ce quoi. qu'on a cité, une fois que tout est dans le sac, en fait, parce qu'on effectivement on n'a pas abordé les batteries, mais les batteries elles sont lourdes. Les batteries de moniteur. Et puis il faut les Oui, c'est vrai. faut anticiper, le recharger, Ouais, de machin. toute façon, une veille de Je sais que tournage. tu es une grande experte du comment on appelle ça, le cable Cable management. management. Si vous voulez vous taper des barres de rire, vous vous abonnez sur le compte Insta de Julia, qui partage très régulièrement ses créations artistiques en termes de cable management sur le terrain, qui devrait faire rougir de plaisir tout responsable de la sécurité Moi, j'ai incendie. des amis chef-op qui me détestent. Ils me disent c'est bon, je me désabonne de ton compte, tu fais n'importe quoi, t'as un câble qui passe devant le moniteur de retour. Enfin. Mais c'est qu'en fait, quand on fait du reportage, comme moi je fais beaucoup, on n'a parfois pas le temps d'utiliser le bon câble, bien vissé sur la bonne cage. Bon, bref. Donc on est un peu je suis un peu une punk de la vidéo. Moi. Ouais, puis tu vois, on a parlé des sacs photos la semaine dernière. On pourrait aussi parler du cable management dans le transport. Parce que ranger ses câbles dans le bon ordre, les retrouver facilement, C'est ça, etc. sans compter qu'il faut amener des prolongs et des multiprises en masse Ouais. quand on utilise beaucoup de lumière, ce qui est mon cas. Donc, ouais. Et bien justement, transition est toute trouvée. On parle de lumière pour terminer et des solutions d'éclairage LED qui sont naturellement très souvent utilisées en vidéo. Alors, il y en a de tout type, hein, des petites, des portables, des sur batterie, des grosses, des machins, des trucs, des bidules. Quoi qu'il en soit, il y a une technologie qui commence un peu à se démocratiser et à arriver sur ces LED. C'est une technologie de dispositifs d'éclairage qui sont capables de simuler toutes les couleurs du spectre, qui utilisent donc des 3 types de LED, RGB. Et alors la nouveauté, c'est que maintenant, il y en a en plus 2 autres blanches. Donc c'est des RGBWW. On écoute de nouveau Achille Martineau nous parler de cette technologie. Quand on parle de minettes, et c'est là où, enfin de minettes et de cubes, où là on va avoir effectivement ces LED RGBWW. Déjà, ça veut dire quoi RGBWW? Ça veut dire rouge, enfin red, green, blue, donc rouge, vert, bleu, donc ce qui va me donner ma couleur, mais aussi white, WW. Donc 2 LED blanches en plus de mes LED colorées pour amener plus de puissance, mais aussi du coup amener une plus grande qualité en blanc. Parce qu'on avait un problème, c'était qu'en fait une LED RGB, donc elle a 3 LED, red, green, blue, mais en fait si on n'a pas une LED blanche en plus, on va avoir peu de puissance, et surtout quand on va vouloir être en blanc et pas en couleur, en fait on va se retrouver avec une couleur qui n'est pas vraiment fidèle. Donc là, le fait d'avoir non pas une, mais en plus 2 LED blanches, ça nous permet d'avoir un blanc chaud, un blanc froid, plus mes 3 couleurs. Donc là, je peux avoir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, avoir une grande intensité grâce à mes LED blanches, mais en plus, avoir une lumière blanche qui reste très qualitative, que ce soit en blanc chaud, en blanc froid, ou même dans des intermédiaires, parce que souvent, on peut venir bouger comme ça le spectre de colorimétrie. C'est pas un peu gadget, Julia, les éclairages LED qui sont capables de simuler toutes les couleurs du spectre en RGB? Ça dépend, c'est pareil, c'est toujours la même question, ça dépend ce que tu fais. Ouais. Si tu fais du clip, c'est super utile. Parfois même, quand on monte des petits plateaux live, par exemple, pour des marques qui veulent avoir un décor un peu sympa, on va aller mettre. Il y a des tubes où il y a ce qu'on appelle des astéras qu'on peut aller positionner, par exemple, derrière du mobilier pour aller faire péter du rouge, du orange, du vert sur différentes zones d'un décor. Donc en fait, ça apporte un petit plus quand on fait un peu de scéno et qu'on va vouloir apporter un plus artistique à nos vidéos. Après,
pour du job super alimentaire, de l'interview, voilà, c'est pas des éclairages qu'on va beaucoup utiliser. Moi, je l'utilise principalement quand je veux proposer une solution créative pour quelque chose d'un peu artistique, donc clip ou quoi, ou effectivement faire un peu de déco pour monter un plateau live. Donc si, ça peut être un investissement intéressant en fonction de ce qu'on fait. Après, c'est pas forcément l'investissement qu'on va faire en premier. Et pareil, c'est toujours pareil, ça se loue en fonction des projets. Si c'est très Ouais, exceptionnel, c'est vaut ça. mieux louer. En vidéo, ça va tellement vite. Mais Qu'est-ce que tu conseillerais comme investissement premier en termes d'éclairage à avoir dans ton sac impérativement? Tu vois, on a parlé des filtres Mm. ND qui paraît vraiment indispensable. L'éclairage l'est aussi quand même. alors, en très compact et très abordable, il y a les panneaux LED. Bon, c'est pas une lumière qui est très jolie. Il faut la travailler, il faut la diffuser un petit peu. Par contre, c'est super compact. Aujourd'hui, il y a des panneaux LED, par exemple, en super bas de gamme, mais que j'utilise moi aujourd'hui, hein, c'est les Newer. 2 petits panneaux LED qui rentrent dans une petite valise avec des petits pieds lumière de la même marque, super compact, super léger. Et là, on peut éclairer une interview. L'idéal, c'est d'en prendre au moins 2. Et là, on est bon pour filmer. Qui est une autre marque un peu comme Small Rig qui propose tout un Ouais, tas c'est de ça. petits Même si je trouve ça accessoires encore plus bas de gamme à que des prix. Small Ouais, Rig. Même si moi, je me sers pas mal de matos Newer, hein, ça fonctionne bien. Tu en as d'ailleurs Donc, autour des oreilles. Ouais, c'est ce que je suis en train de regarder. Il faut pas que je demande de Newer. Mais non, mais mes panneaux LED d'aujourd'hui sont du Newer. Mais t'inquiète, je capte. Donc ça tient la route. Ouais. Ça tient carrément la route. Et voilà, en tout cas, pour faire de l'interview, je partirai là-dessus, sur du panneau LED. Après, quand on va faire un peu plus artistique, on va partir sur une image, sur une lumière qui va nous permettre d'avoir une image un peu plus cinéma. Donc, dans ces cas-là, je conseillerais ce qu'on appelle des COB de différentes puissances, c'est-à-dire des éclairages LED qui vont permettre, si possible, d'aller sur des tons chauds ou des tons froids. Parce qu'en fait, quand on va filmer quelqu'un en intérieur, donc avec une lumière plutôt artificielle, plutôt chaude, ce qu'on va essayer d'acheter, ça va être un projecteur qui va nous permettre de passer d'une température très froide à une température beaucoup plus chaude. Et là, on sera bon pour aller filmer tout type de projet. Et donc, il y en a à tous les prix et ça dépend aussi des puissances. Mais si on veut juste éclairer un portrait, une puissance comme du 60, ça suffira. Et sinon, il faudra aller sur beaucoup plus puissant. Et donc, ça coûtera un peu plus cher. Mais encore une fois, ça dépend des productions. En tout cas, les panneaux LED, c'est un super bon début. Et ces petits panneaux LED, Ouais. justement, qui sont sur batterie, qu'on peut fixer sur la griffe porte-accessoires. Ah, là, c'est ce qu'on appelle des minettes, Voilà, alors. ce Ouais. qu'on voit généralement sur les flash infos spéciales. Bon, Ouais. c'est juste pour la frime ou ça sert vraiment Ah à non, quelque c'est chose? génial, hein. Ah ouais, non, ça, c'est vachement bien parce que ça permet effectivement d'être super compact. Donc, si on veut filmer à main levée, on l'a directement sur la poignée, par exemple, de la cage. Et là, on peut filmer une interview complètement à l'arrache dans un escalier avant d'aller, je sais Ouais, mais pas, au festival de je ça sais pas porte à quoi. 30 centimètres, un truc comme ça, quoi. Un grand max. Oh, un petit peu. Bah, il y en a quand même des très puissantes qui sont Ouais. sorties, hein, donc qui sont des super bons outils. Par exemple, Aputour ils ont sorti des petites, donc nous on appelle ça des minettes. Donc des petites minettes LED, ça fait la taille presque d'une carte de visite et c'est d'une puissance. Les MC Pro. Les MC Pro, voilà, c'est bon. Moi, j'ai pas d'iPad sous les yeux, hein. C'est vrai que Donc, t'es ouais. sans fiche. Il faut le dire quand même à nos auditeurs. C'est assez Ouais. impressionnant. Tout de Ouais, tête. Donc, à Poutour, ils ont, voilà. Ou à l'époque, ils sortaient des Amaran. Moi, je l'ai encore tout le temps dans Ouais. ma petite valise. Donc, effectivement, ça fait la taille d'un téléphone portable, même pas d'une carte de visite. C'est super puissant. Et on peut mettre des petits filtres devant qui permettent de passer d'une lumière froide à une lumière chaude. Et ça, c'est un super outil pour quand on veut vraiment tout filmer à main levée, qu'on est super pressé, qu'on nous demande d'interviewer machin avant de rentrer en boîte. Et là, c'est bon. Mais effectivement, ça tient difficilement la journée. Faut le dire quand même, parce qu'une lumière aussi puissante, sans avoir trop de poids, bah, ça tient difficilement la journée. Après, on a d'autres systèmes avec des batteries, mais c'est pareil, ça alourdit pas mal. En tout cas, en termes de light, il y a beaucoup de choses qui existent à tous les budgets, de toutes les marques, et même Sirui en fait aussi pas mal. Enfin, il y a Mais qu'est-ce qu'ils ne font pas, Sirui? des Des caméras. boîtiers, ouais. Ils font Pas encore. On n'est pas à optiques, l'abri, ils font des optiques anamorphiques. Ouais, ils font des super optiques. Ils ont sorti toute une gamme aussi d'optiques avec un autofocus qui sont vachement bien. Les donc, snipers, c'est ça? Ouais, c'est ça, les snipers. toutes Qui sont blanches. belles, en plus toutes Ah. blanches, ouais, c'est assez atypique. Très discret. Mais eux, ils se sont fait connaître sur le marché avec les optiques anamorphiques, mais ça, c'est encore un autre sujet C'est une assez autre complexe. émission. Ouais, C'est une autre émission. Bah, tu reviendras. avec plaisir. Enfin, quoi que prenez un gros geek pour ça, parce que là. Non, mais tu reviendras avec des fiches. Exactement. Bon, on a parlé des pieds, on a parlé des gimbals, on a parlé des filtres, on a parlé des micros, on a parlé des éclairages LED, on a parlé des moniteurs externes. Est-ce qu'on a oublié une famille d'accessoires incontournables? Est-ce qu'on est passé à côté de quelque chose en préparant cette émission?
Je crois pas, je réfléchis à ce que j'ai toujours dans mon sac. Ah si, un Laserman, investissement Ah oui, 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 indispensable. c'est vrai. Je connais Attends, pas un un vidéaste vidéaste. sans Un Laserman. laserman et un Voir un rouleau de gaffer. photographe. Après. Voilà, c'est ça. Non, le Laserman, c'est devenu vraiment l'outil indispensable en vidéo. Mais Et une fois lequel? que... Je suis très squeletto. Moi. Moi, j'aime bien ceux qui permettent d'avoir une pince quand on les ressort. Donc, on a une pince en plus qui permet de, quand on a une vis qui est coincée sur un Ça, c'est leur système, spécialité, les voilà, pinces. ou qu'on doit rendre une semelle et qu'elle s'en va plus de la caméra, voilà, c'est indispensable. Sinon, non. Déjà, une fois que vous avez acheté le boîtier avec une ou deux belles optiques, si possible, au moins une petite focale fixe qui traîne, un peu de light parce que la lumière en vidéo, c'est quand même hyper important, comme en photo d'ailleurs, hein. On n'a pas toujours la capacité de tourner en lumière du jour. On commence à être déjà bien. Moi, je dirais que le stabilisateur et le moniteur, ça peut arriver un peu après. Ok. Parce que déjà, si on commence à savoir filmer à main levée avec une caméra bien stabilisée, on est bien. Le stabilisateur, ça fait peut-être partie des dépenses qui arrivent un tout petit peu après. Ça dépend encore ce qu'on fait, mais oui, là, on a bien balayé ce qu'il fallait dans la valise. Eh ben, c'est parfait, on va donc conclure là-dessus. Merci beaucoup, Julia. Avec grand plaisir. On passe à la suite et on attaque le débrief. Nous sommes toujours avec Julia Swell pour cette grande émission dédiée aux accessoires vidéo. C'est le moment du débrief qui vous est présenté cette semaine par ipln.fr, le spécialiste photo et vidéo. Alors Julia, si on devait essayer de résumer et de synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission, ma première question est la suivante. Pourquoi souvent en vidéo on se retrouve à devoir utiliser une tonne d'accessoires ? Parce qu'en fait, en vidéo, c'est aussi pour ça que c'est un peu complexe de se former au début. C'est qu'il y a plein de métiers qu'il faut savoir faire. Pour faire une vidéo, il faut maintenant être ingé son, maîtriser la lumière, donc être chef opérateur, être aussi cadreur et après être monteur. Donc en fait, pour pouvoir couvrir tous ces métiers-là que les clients nous demandent de faire aujourd'hui parce qu'ils n'ont plus le budget pour faire appel à tous ces postes, eh ben, il faut s'équiper. Et puis parfois, tu prends des appareils comme c'est ton cas qui sont modulaires en fait. C'est ça. C'est-à-dire qui vont permettre d'accueillir et qui sont conçus en fait, tout simplement pour accueillir tout un tas d'accessoires. Exactement. Parce que tout le monde n'utilise pas la même quantité. Mhm. Quel type de pied ou de trépied tu pourrais conseiller en usage vidéo ? Alors, je suis ambassadrice Sirui, mais c'est pas forcément pour ça que je vais en parler. Moi, quand je me suis lancée en vidéo, je cherchais une marque abordable qui permette d'avoir des trépieds et des monopodes pardon, pas trop lourds. Et donc, je conseillerais du coup cette marque-là parce que je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix. Et là, ils viennent effectivement de sortir monopode et trépied avec un système de ce qu'on appelle le quick release. Donc, c'est un système de relâche rapide du trépied qui permet d'être mis en place en quelques secondes sur un set. Donc, je partirai là-dessus si je vais m'équiper aujourd'hui. Et on peut ajouter deux autres marques qu'on a mentionnées dans l'émission qui sont Zachler, mais Ouais. là on est sur On est sur un gros budget. vraiment du haut de gamme, du Mhm. gros budget, mais si on veut un investissement Totalement. sérieux, pérenne, On est parti pour 20 ans. voilà, c'est vraiment du très très beau matériel. Et puis Manfrotto qui demeure assez incontournable. Et puis ce système de quick release dont C'est tu vrai. parles, Mm. qu'il propose également. Est-ce que tu peux nous expliquer à quoi sert un gimbal ou ce qu'on appelle un stabilisateur en bon français ? Donc le stabilisateur, c'est devenu un moyen de remplacer, en tout cas pour des petites productions, le poste de Steadicammer, qui avant était surtout un poste qui était utilisé dans le cinéma, donc c'est-à-dire une caméra embarquée avec un gros système harnaché à la poitrine. Donc aujourd'hui, ça permet par exemple de faire du suivi de personnes, de filmer une vidéo de danse en tournant autour du danseur, tout en ayant une image super stable, sans avoir les à-coups liés à la marche par exemple. Donc c'est assez léger, c'est assez abordable et ça permet d'avoir un rendu cinéma assez incroyable. Pourquoi les filtres ND permettent de faire des séquences avec de toutes petites profondeurs de champ ? En fait, un filtre ND, ça va permettre de compenser une trop forte luminosité. Donc, on va utiliser un filtre ND pour éviter à avoir à bouger ses réglages et donc abîmer, entre guillemets, son image. Donc, quand on veut garder une très grande ouverture pour garder un bokeh, on va utiliser un filtre ND. Ou quand on veut éviter d'augmenter sa vitesse pour garder ce petit flou de bouger qui apporte ce côté cinéma, bah c'est pareil, on va utiliser un filtre ND. Et puis il y a Adelin au cours de l'émission qui nous a dit qu'il n'aimait pas trop les ND variables. Toi, c'est un peu le contraire, mais il y a des nuances dans tout ça, donc on peut peut-être juste inviter nos auditeurs à faire des essais eux-mêmes, en fait, Tout à fait. pour trancher. Quelles solutions on peut mettre en place relativement simplement pour l'enregistrement sonore sur une vidéo ?
Alors la solution la plus simple quand on n'a pas besoin de mettre de micro-cravate parce qu'on veut filmer une scène qui se passe avec plusieurs personnes qui parlent, un son d'ambiance, ça va être de brancher un micro-canon directement à la caméra. Donc un micro qu'on peut directement mettre sur la griffe de l'appareil photo et qu'on va brancher en mini jack. Sinon, il y a pas mal de systèmes de micro-cravates donc qui sont aujourd'hui extrêmement faciles à utiliser par rapport à avant. C'est-à-dire qu'on allume le micro, il s'appaire automatiquement avec l'émetteur. Et là, on le fixe sur la personne et on est parti. Il faut juste vérifier au casque qu'il n'y a pas de bruit de frottement, mais c'est des super moyens d'avoir une prise de son autonome sans ingé son. Et tu citais une marque française pendant Ouais, je l'émission. citais Parce qu'on connaît DJI, on connaît Rode c'est ça. notamment, Il y a une Sennheiser. start-up qui s'est lancée il y a quelques années, qui a lancé par exemple le Pico Mic 2 Pro que j'ai acheté il y a quelques mois et que je recommande aujourd'hui totalement. Je suis pas du tout sponsorisée par eux, c'est vraiment que je suis conquise. Ça permet de filmer une journée entière sans recharger la batterie, sans changer de pile. Et ça permet de filmer une interview à 2 personnes parce que le kit comprend 2 émetteurs qui sont directement des micros sans micro-filaire. Et là, le récepteur récupère le signal des deux et on peut muter les micros et les intervertir. Enfin, c'est assez incroyable, c'est assez bluffant. Ils sont très très forts et du coup, le SAVE se passe en France. Parfait. Est-ce qu'il vaut mieux enregistrer ces séquences vidéo en interne sur son boîtier ou en externe via un moniteur enregistreur en HDMI ou directement même, parce que maintenant les boîtiers le permettent pour la plupart, sur un disque dur externe connecté en USB-C? Alors ça dépend vraiment de notre modèle de caméra. Si on a une caméra qui permet de filmer des vidéos qui vont être peu compressées avec un gros débit, qui vont permettre de pouvoir étalonner derrière, qui vont être des fichiers assez lourds, mais qu'on aura la capacité de monter derrière parce que notre ordinateur est assez puissant, on peut filmer directement sur la caméra. Moi, c'est ce que je fais. J'ai des cartes SD très rapides qui permettent d'enregistrer donc des gros fichiers. Donc dans ces cas-là, moi, j'enregistre quasiment jamais sur un moniteur externe. Par contre, ça permet d'utiliser parfois le plein potentiel d'une caméra en enregistrant en externe. Mais ça, vraiment, ça dépend tellement de la caméra que c'est difficile de répondre d'une manière générique. Je pense qu'aujourd'hui, le moniteur, voilà, il peut être utilisé de 2 manières. Soit uniquement d'un retour quand on est au soleil et qu'on ne voit rien sur la caméra, ça c'est génial. Soit d'un enregistreur. Et là, effectivement, mais c'est pareil, ça alourdit aussi le setup parce qu'il faut anticiper, avoir le bon SSD, avoir un workflow aussi rapide où on peut vider rapidement les rushs. Enfin, c'est pas anodin d'enregistrer sur un moniteur, donc c'est aussi notre réflexion. Mais c'est super intéressant. Quel type d'éclairage LED tu pourrais conseiller pour un usage terrain? Alors, pour un usage terrain, c'est-à-dire ce qu'on appelle le run and gun, où on va filmer par exemple Ouais. exclusivement à la main, là, je conseillerais une petite minette LED. Il y en a de toutes les marques. Moi, j'aime beaucoup celle de Aputour. Donc, c'est des LED qui font la taille. Allez, ça va entre de la carte de visite au téléphone portable. C'est vraiment tout petit. Ça se recharge en USB-C la veille du tournage. Par contre, ça a du mal à tenir une journée. Donc, soit il faut en avoir 2, soit il faut prévoir le temps de recharge. Soit peut-être il y a un moyen de sûrement de brancher une batterie externe dessus. Donc, faut faire des tests, faut pas hésiter à chercher plusieurs marques, voir ce qui nous convient et essayer toujours d'avoir un setup le plus léger possible parce qu'une journée entière, courir partout avec une caméra, c'est sport. Et pour terminer, Julia, comment tu fais pour fixer tous ces beaux accessoires autour de ta caméra? Tu as Alors, une grande équipe d'assistants. c'est ça. Tu nous Dans l'as ma pas dit en poche, fait. Mais... dans ma poche, j'ai un ingé son et un chef-op. Non, il y a des outils qui sont devenus indispensables aujourd'hui. Enfin, c'est pas des outils, hein, c'est des accessoires. Donc, c'est des cages. Et ces cages, en fait, c'est des manières à la base de protéger les caméras, mais qui sont devenues surtout des moyens de fixer tous les accessoires parce que c'est uniquement recouvert de pas de vis. Donc, ça nous permet d'avoir une liberté de setup. Moi, les miens, ils sont parfois un peu punk, j'avoue. Mais ça permet de pouvoir brancher un micro, un moniteur, une LED, tout ça directement autour de la caméra grâce à la cage. Et Il y a t'as vu, plein de marques qui en font. On a été très sympa, on t'a préservé, on ne reparle pas de ta gestion des câbles. Ah non, Tu parlais du côté punk. il faut pas. Mais je vais faire une vidéo là-dessus bientôt. Allez voir, suivez les stories de Julia sur Insta, C'est vous comprendrez de quoi on parle. Merci beaucoup pour toutes ces explications. C'est le moment de la dernière partie de cette émission avec le traditionnel quiz. Julia, le principe du quiz est très simple. On a reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram. Nous en avons sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement
possible. As-tu bien compris la consigne ? Oui. Alors c'est parti, première question qui nous vient de Nico Vidéo. Qu'est-ce que tu penses de la marque Newer qui propose des tonnes d'accessoires vidéo plutôt bon marché sur Amazon ? On lui dit de réécouter l'émission. Bah oui, voilà, écoute l'émission. Non, en fait, c'est top, on s'en sert beaucoup. Ça permet de s'équiper d'une manière abordable et généralement, ça tient quand même plutôt bien la route. Alors, ils font beaucoup d'éclairage, d'accessoires C'est ça. d'éclairage. Là, j'ai vu qu'ils s'étaient lancés aussi dans des systèmes de micro HF genre Rode Wireless Pro ou... De toute façon, tout le monde se copie DJI, là-dessus. mais Ouais, c'est c'est impressionnant. Ouais. Ah, Je c'est trouve cool. que Holyland était dans les premiers. Finalement, tout le monde a copié les systèmes de micro. Oui, la bonne nouvelle, ça veut dire que ce sera pas très cher. Ouais, ils font aussi des accessoires en audio. Enfin, ils sont vraiment Ouais, absolument partout. Bon, après, on voilà. peut y aller. Hein. On Ça peut y aller. Je pense que c'est ça pas- tient moins bien. Moi, j'ai déjà des panolettes qu'on lâché de la Moi marque aussi. Newer, mais ça a tenu quand même pas mal. Donc, pour le prix, c'est correct. Oui, pour le prix, on peut y aller si on n'a pas le budget, effectivement. Ça marche. Deuxième question qui nous vient de Urbarto. Quels sont les accessoires, Julia, qui, au contraire, ne servent à rien ? Alors, mince, moi j'en ai acheté plein des trucs qui servent à rien. Allez, vas-y. Je réfléchis. Confesse-toi. C'est quoi le pire? Principalement les trucs à pile. Parce qu'aujourd'hui, il faut prendre de l'USB-C. Non, les grosses minettes à pile que j'utilisais avant, il fallait en mettre 8 derrière et ça durait 1h30. Je sais qu'il y en a encore quelques-unes qui traînent, ça vaut mieux éviter. Non, je réfléchis. Ouais, les trucs à pile, c'est assez useless. Et sinon, non. On n'a pas parlé du prompteur, mais au début, je pensais que je m'en utiliserais jamais. Au final, je m'en sers beaucoup. Ça marche. Ah ouais, Et c'est assez abordable. intéressant. Troisième question qui nous vient d'un dénommé Étienne. Comment ou avec quoi faire disparaître le bruit du moteur de mise au point de l'objectif sur les vidéos ? Ah, donc en post-prod. Bah, En je fait, pense que soit une solution à la prise de vue, soit ouais. en post-prod, quoi. En fait, ce qu'il faut savoir en vidéo, c'est que quand on a un problème, enfin vous le savez bien, hein, on parle de son, c'est quand on a un bruit continu. Donc si c'est une légère vibration de l'autofocus, ce sera plus facile à enlever si c'est un léger bruit continu. Après, un bruit de stabilisation, si on a un micro qui est vraiment juste au-dessus de l'objectif, on risque de l'entendre. Sinon, il faut déporter le micro ou mettre un micro-cravate sur la personne, mais bon, effectivement, il n'y a pas trop de solutions miracles. Bah, utiliser les optiques manuelles. Voilà, on pourra lui Oui, conseiller voilà. de Tout débrayer simplement. l'autofocus et la stabilisation. Faire un et de effort, bon passer, sang. Ouais, de passer franchement. en manuel. Fais la mise au point avec tes pieds, mec. Quatrième question qui nous vient de Clarisse. Quel setup vidéo pour faire du vlog terrain ? Aujourd'hui, déjà, il y a pas mal de marques qui proposent des écrans qui se bougent complètement pour qu'on puisse se filmer en ayant le retour face à nous. Moi, c'est pas du tout mon cœur de métier. Je pense que vous seriez peut-être plus à même, vous deux, de répondre à cette question-là en petite sortie Alors de nous, on fait boîtier que de l'audio, sympa. Alors moi, quand Pardon. je fais mes vlogs d'août sur YouTube, Non, mais je sais pas ce qu'il y a comme sortie de dernier boîtier un peu sympa, très léger, parce qu'en vlog, on va surtout Alors, chercher des boîtiers légers. bon, vous allez dire que je fais la promotion de DJI, mais ils ont ce qu'ils appellent l'Osmo Pocket Mini, Oui, qui c'est est un pas truc mal. qui est à peine plus gros qu'une cigarette électronique, Bien sûr. qui dispose d'un capteur 1 pouce, qui est une petite caméra montée sur une micro-nacelle. Et franchement, ce truc-là, je ne l'ai jamais essayé, mais ça me fait de l'œil grave. Ouais, Ça- mais ça- par contre, pour le ça marche retour, bien. comment tu vois ton retour? Oui, voilà. Bah, t'as un C'est-à-dire tout petit micro-écran, tu vois. Enfin, t'es pas là pour faire des Alors, ça cadrages dépend de l'exigence de rendu. des je cadrages pense. au millimètre, mais tu vois, Voilà. si tu veux faire des vlogs, genre salut mes petits Alors, loulous, je pense que tu vois, ce je genre pense que c'est d'outil, ça peut être utile pour faire des petites scénettes pendant le vlog. Je me suis filmée en train de tester ce parc d'attractions et j'étais un peu à bon. l'arrache. Ouais. Mais il faut l'intercaler je pense, de vraies prises de vue avec un boîtier un peu plus Oui, performant. donc tout de suite des trucs compliqués, des Ouais, assistants, pardon. des équipes, des machins, C'est des ça, c'est bidules, ça. quoi. On s'est mis une GoPro hein, avec sur la face avant des petits, Ouais, Ouais. éventuellement. des petits retours d'écran. Je déteste moi tout ce qui est selfie et compagnie, mais on peut l'utiliser aussi comme ça. Cinquième question qui nous vient d'un dénommé Barthélemy. C'est pas vraiment une question. Moi, je rêve devant les solutions motorisées Edelkrone. Bah, il a raison.
Non, c'est top. Après, c'est pas des solutions qu'on va déployer sur n'importe quel tournage. Ça demande beaucoup de temps de mise en place. C'est rush. Par exemple, Très rush. c'est super cher, mais ça, on peut le louer. Pour le coup, des sliders, par exemple, motorisés Edelkrone sur l'IT-Share ou sur d'autres sites, ou même chez n'importe quel loueur, ce sera toujours beaucoup plus abordable si c'est ponctuel. Mais il faut prendre en considération qu'il faut mieux le louer la veille, parce que ça demande une bonne phase de test. Et par contre, c'est génial. Ouais, c'est super. Une time-lapse en mouvement avec un bon slider motorisé, c'est le pied. Voilà, avec la tempête solaire qu'il y a eu récemment, ça aurait été dément de pouvoir Ouais. faire ça avec Exactement. un Edelkrone. Bon, Mais il faut savoir s'en servir. Sinon, le lendemain, on regarde les Certes. rushs et oh là là, certes. c'était un arbre. Et pour terminer, une question de mes soins, une question qui tue. Julia, si tu devais conserver qu'un seul accessoire vidéo, qu'est-ce que ce serait et pourquoi? Donc, pas la caméra, on parle d'accessoires. On parle d'accessoires. Mon C'est une so- émission sur les accessoires. Mon 70-200. C'est pas un accessoire. Alors bon, Ton prompteur On Non. a parlé tout à l'heure. non, pas mon prompteur. Mais en vrai, mon petit kit de micro duo là, que j'ai tout le temps maintenant, qui tient dans la poche, c'est devenu hyper indispensable, mais parce que je fais beaucoup de reportages et beaucoup d'interviews. Donc, De parce Pico, c'est ça? Oui, Pico Mike. Parce qu'effectivement, comme le disait je sais plus comment il s'appelle, qui a intervenu tout à l'heure, le son reste plus important que l'image quand on regarde une vidéo. On peut accepter une image qui a des défauts, mais un son qui a des défauts, beaucoup moins. Et on conclura là-dessus. Merci beaucoup, Julia. Nous voilà désormais à la fin de cette émission, Julia. Immense merci d'avoir accepté notre invitation. C'était un plaisir Partagé. de te revoir, parce que ça faisait longtemps que je ne t'avais pas vu, et de t'avoir à nos micros ici dans notre studio. Tu bosses énormément en ce moment. Sur quoi tu bosses? J'ai cru comprendre que les Jeux Olympiques t'occupaient particulièrement. C'est ça, la préparation des JO, tout ce qui va se passer autour. Je travaille beaucoup pour le gouvernement, pour le ministère des Transports. Donc, on essaie de rassurer les gens sur comment vont se placer les déplacements pendant les JO. Donc, c'est beaucoup de portraits. Bah, faut rester chez soi, c'est un confinement, C'est ça. hein, c'est ça les consignes, non? Exactement. Je suis aussi une team de sportifs qui va participer aux JO. Donc, il y a pas mal de choses à faire là. en ce Tu moment. vas travailler C'est dense. pendant les JO? Je vais essayer d'éviter, mais en tout cas, je les suis avant. Non, comme tout le monde, je vais éviter de faire passer toute ma valise de matériel à la sécurité. Dans quelle discipline, les sportifs? Il y a plusieurs corps de disciplines, mais en gros, oui, ça va de la course au badminton et c'est super varié, c'est super intéressant, mais j'espère que j'aurai Ça pas à va être top à passer ma filmer, valise de matos. Ouais, ça va être top à filmer, mais un peu complexe quand même. J'ai hâte de voir les images des autres à la télé, ça va être super. Ok, merci beaucoup en tout cas, Avec plaisir. Julia. La semaine prochaine, on se retrouve pour une émission au coin du feu en compagnie du photographe animalier Hugo Ebb. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. C'était Faut pas pousser les ISO, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines, retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspiration. Cet épisode vous a été présenté par MPB, qui est tout simplement la plus grande plateforme en ligne au monde pour acheter, vendre et échanger du matériel photo et vidéo d'occasion. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes d'écoute comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à nous laisser un petit commentaire. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici la fête de la photo. Et n'oubliez pas, faut pas pousser les ISO.